ye mozanga ye ngawa ye Azumiangani memakeni kayanya nonsane Angalo kefanga yimanzi Angalo kefanga yimanzi Sayong inyang zat tabana binyang idara Sayong inyang zat tabana binyang inyang aguru kebelam yang agona simuru njur basibu. Il est 17h dans ce beau studio de la télévision du Nouveau Regard Média Plus. Mesdames et messieurs, c'est la même heure du côté du Moyen-Ogo et plus précisément dans la ville du Grand Médecin Blanc. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci d'être fidèles à votre émission préférée. Vous regardez Média Plus et l'émission, c'est à vous la télé. Merci de nous recevoir chez vous. Nous y resterons pendant 105 minutes, donc jusqu'à 18h passées de 45 minutes dans le cadre de ce deuxième numéro de la semaine de votre émission, la seule du genre, qui associe à la fois le divertissement, l'information et bien sûr l'éducation à travers ces articulations parmi lesquelles on citera l'Artu, la revue de l'actualité du jour. Au menu de l'aventure de ce soir, l'Artu du jour nous permettra d'analyser pour mieux comprendre l'impact que peut avoir cette nouvelle hausse des prix du carburant à la pompe. C'est vrai que cela n'a évidemment pas été précédé d'une communication officielle. Ça ne nous surprend d'ailleurs pas parce que c'était le cas en juin dernier. On en a également fait écho sur ce plateau. On en reparle dans le cadre de ce numéro, histoire pour nous de comprendre. Est-ce les propriétaires des grands magasins et des petites surfaces ne vont pas s'entacher derrière cette nouvelle hausse pour notamment apporter encore un coup dur au panier de la ménagère qui souffre déjà de beaucoup de maux à cause de la crise dont est victime notre pays comme plusieurs autres pays producteurs du pétrole. On parlera du coup de gueule avec bien sûr M. François d'Assise Moulungi qui nous invitera dans des quartiers pour tirer à boulet rouge au nom de la liberté de critiquer et de dénoncer ceux-là qu'on appelle quelquefois, qu'on qualifie quelquefois de bricoleurs, c'est-à-dire ces petits techniciens, quelquefois sans qualification, mais ayant acquis quelques connaissances dans le tas, qui trouvent souvent des solutions pour certains citoyens et pas pour d'autres. De toutes les façons, il nous amènera dans son univers pour mieux comprendre le coup de gueule de ce soir. L'invité, on le découvrira en deuxième partie de cette émission, l'info du jour. Mesdames et messieurs, le salaire de José Camacho, l'actuel sélectionneur des Panthères du Gabon, est désormais connu. Il a été présenté au président de la République, chef de l'État, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, le docteur Nicolas Sellé. Et au sorti de là, l'on retient qu'il a le libre arbitre sur le choix et la sélection des joueurs. Mais en plus de cela, il bénéficiera d'un salaire de 45 millions de francs au détriment des 46 millions que percevait Monsieur Georges Costa malgré la médiocrité de ses résultats. On en parle dans le cadre de cette production. Le buzz de la toile nous amène d'ailleurs à découvrir cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile. Il s'agit de ce rapport préliminaire de l'enquête entamée du côté de la Centrafrique sur l'affaire des violations sexuelles orchestrées par certains soldats au rang des soldats dénoncés par la commission d'enquête. Il figure 16 soldats gabonais qui ont été envoyés en Centrafrique dans le cadre de la MISCA, la mission de paix en Centrafrique. 16 soldats gabonais soupçonnés de viol du côté de la Centrafrique. On en parlera dans le cadre de cette émission. Et pour ce qui est du point de vue, il sera question pour vous qui nous regardez à la maison de nous donner votre avis sur la question des multiples licenciements en cette période, licenciements dits d'ordre économique en cette période de crise dans
le secteur du pétrole. Et si tout va pour le mieux, nous allons recevoir sur ce plateau nos amis de l'Organisation nationale des employés du pétrole qui viendront sur ce plateau mieux nous édifier sur les menaces de licenciement qui se pointent à l'horizon. Voilà donc ce qui fera le menu de l'aventure de ce soir. Merci d'être fidèles, mesdames et messieurs. Sur ce plateau avec moi, les dinosaures. Oui, on ne les présente plus. À la gauche, monsieur Maxime Essangone, c'est l'ambassadeur, le porte-étendard, la voix des sans-voix. C'est lui qui dit très haut ce que d'aucuns pensent ou alors plus d'une personne pense si bas dans nos quartiers. Bonsoir à vous et bienvenue, cher monsieur. Bonsoir Pablo. Bonsoir monsieur Moulongué. Bonsoir. Bon, encore une fois, bonsoir chers téléspectateurs. Mais j'espère que cette casquette que je porte ne va pas me causer des préjudices. C'est vrai que c'est dans ma nature en fait. C'est pas à la télé. Hein. Pour ceux qui me connaissent très bien, je suis comme ça. Je ne sais pas. J'aime pas l'injustice. J'aime pas voir quelque chose de mal. Ça, les hommes justes, les hommes sans justes en n'aiment pas parler. l'injustice. En fait, je suis comme ça. Il faudrait que je parle quand je vois quelque chose. C'est vrai, ça demande un certain courage et autres. Mais quand je vois quelque chose qui n'est pas bien, qui dérange, ben je le dis. Voilà, je suis comme ça. Ça peut être une qualité ou un défaut, selon l'entendement de tout un chacun. Mais voilà. pour nous, c'est une qualité. Et j'assume cela. Pour nous, c'est une qualité. Merci à vous, monsieur Essangone. Comme quoi, il ne faut jamais se taire pour plaire, mesdames et messieurs, et n'est surtout rien dire pour nuire à autrui. Sur ce plateau avec nous, un psychothérapeute qui chaque soir, sans prétention d'avoir le monopole du savoir, comme moi celui de l'intelligence, nous prête du moins ce qu'il sait le mieux de toutes les façons. Son avis compte et surtout son avis a une place de choix dans nos analyses de tous les soirs. Monsieur François d'Assis Moulungui sur ce plateau avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pablo Maxime. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et une fois de plus, nous sommes là pour vous servir, pour vous divertir et vous informer en même temps. Voilà. Mesdames et messieurs, au bar de votre petit écran, vous trouverez des contacts qui vous donnent la possibilité d'être acteur de cette production et non simple téléspectateur. Vous avez notre page Facebook qui crée l'interactivité entre vous et nous. À vous la télé, POG, c'est la page, c'est le nom que porte cette page. Vous avez la liberté de vous exprimer sans complexe sur cette page. Vous avez également notre email à vous la télé 2014@gmail.com qui vous permet de nous envoyer vos coups de gueule et surtout vos suggestions pour l'amélioration de cette belle production télévisée. Le 06 99 48 21, c'est le code d'accès pour les SMS. Il est tout de suite ouvert et jusqu'à 18h passé de 45 minutes, vous aurez la possibilité de nous faire parvenir, de participer instantanément à notre débat. Le 07 66 71 66, c'est le standard téléphonique qui sera ouvert lorsqu'il sera 18h torpile pour vous permettre de participer cette fois de vive voix. Tout de suite, le bal est ouvert sur la télévision. Nous ouvrons cette aventure par cette actualité quand même, hein, il faut qu'on s'accorde. Chacun 10 secondes. Manuel Valls, candidat à la primaire de la gauche en France, démissionnaire du poste de Premier ministre, l'ancien ministre de l'Intérieur devenu Premier ministre pour 5 mois. Un commentaire en 10 secondes. Oui, bon, enfin, on va dire que la gauche aussi fourbit ses armes, vous comprenez. La gauche se donne les moyens de réussir cette élection. Après, surtout de défendre le bilan, d'accord, du président sortant, qui est un président de gauche. D'accord. Donc, je crois que Manuel Valls a toutes ses chances de remporter, enfin, en tout cas, de faire face à la candidature, mais de façon valable, à la candidature de l'ancien Premier ministre de droite, Fillon, François Fillon. Donc, alors, donc, vous le voyez déjà vainqueur des primaires? Non, pas vainqueur des... Oui, déjà, oui, vainqueur des primaires, ça c'est évident. Ah non, moi je crois que Manuel Valls a le plus de chances de réussir aux primaires de la gauche. Voilà. Et je souhaite, je souhaite d'ailleurs que ce soit lui qui soit le porte-étendard. Nous accordons du crédit à ce que vous dites. Bien. Bon, Monsieur Essangone, 10 secondes. Ben, moi, je me dis républicain. Voilà. C'est vrai que Valls, on ne peut pas quand même l'en vouloir. Il a été très fidèle à François Hollande. Ça, il faut le dire. Il a attendu que ce dernier renonce à sa candidature pour que lui puisse présenter la sienne. Et ça, moi, je dis, c'est très élégant en politique. Il y a trop de coups bas en politique, que ce soit en Europe ou en Afrique. Voilà. Mais lui, il a eu cette élégance d'attendre que son président, son patron, vous voyez, puisse renoncer. Et je crois que ça n'a même pas duré. 24 heures plus tard, il a annoncé sa candidature aux primaires et aux présidentielles. Et
Aussitôt, il a démissionné pour se concentrer maintenant à une... Non, plus de 24 heures plus tard. Voilà, plus de 24 heures. Et aussitôt, il a démissionné pour commencer sa campagne. Voilà, je crois qu'il a démarré aujourd'hui, sa campagne en vue des primaires. Pour le moment, on sent que la gauche, elle est divisée. Ça, on ne va pas se le cacher. On connaît, il y a un peu plus de quelques mois, la démission de Taubira. Maintenant, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé sa candidature. Non, mais il paraît qu'il a désisté à la dernière minute. Emmanuel Macron, non, il est toujours. Ben, on l'espère bien. Il n'a pas abandonné. Il est toujours candidat. Donc, le parti de gauche en France est effrité. Voilà, c'est un peu dans l'individualisme. Et Manuel Valls, c'est celui-là qui veut ressembler. Je crois que son slogan, c'était on peut se rassembler à quelque chose. Donc, lors de sa déclaration, vous avez vu sur son pupitre, il y avait quelque chose qui était écrit, c'était symbolique, mais il y avait le mot rassemblement. Il y avait le rassemblement. Et regardez un peu les gens qui étaient derrière lui. Je me rappelle, j'ai vu hier, il y avait un Chinois, il y avait des Noirs, il y avait des Blancs, mais ça voulait tout dire. Vous voyez, c'est ce rassemblement, déjà, au niveau de la diversité de la France, voilà, de ce que le socialisme représente. Vous voyez, pour moi, c'est sûr que Manuel Valls, c'est le challenger, c'est le, comment dire ça, en anglais on dit le number one contender, c'est-à-dire le meilleur candidat, tu vois, qui puisse rassembler la droite. La gauche, excusez-moi, voilà. La gauche. Donc, pour moi, à coup sûr, ça va se jouer entre Fillon et Valls. Voilà. Donc, comme quoi Valls a ses chances pour la gauche, mais pas trop de chances quand même à la présidentielle. Bon. Ah non, c'est pas vous qui décidez. Hein. Encore moins que nous votons pas. Voilà. Merci à vous, cher monsieur. Il était important de nous donner votre avis là-dessus. Voilà. Et également, j'aurais bien voulu qu'en 10 secondes, également, que vous puissiez dire quelque chose sur cette découverte macabre faite ce matin du côté du quartier Masoko par des riverains. Encore un nouveau-né abandonné dans une poubelle. Voilà. C'est triste quand même. Ou alors, on remet à demain. Je pense que c'est mieux qu'on en parle vendredi. Oui, je sais pas. Demain, c'est encore un énième cas. Voilà. De toutes les façons, il était important de l'annoncer pour nos téléspectateurs. Vous aurez la possibilité de découvrir cette actualité dans notre principale édition d'information de ce soir. Allez, tout de suite, on va parler de la hausse du prix du carburant à la pompe. C'est une information qui est désormais claire. 6 mois seulement après la précédente hausse, les prix du gazole et de l'essence ont connu une nouvelle augmentation dans les stations-service. Une nouvelle fois, la mesure gouvernementale n'a été précédée d'une communication officielle. Voilà, du moins ce qu'il faut retenir de l'information. On va remonter quand même. Le 30 juin dernier, contre coup de l'arrêt de la subvention aux produits pétroliers, les prix du gazole et de l'essence ont respectivement été augmentés de 45 et 30 francs sans communication. Le 29 juillet 2015, par arrêté conjoint des ministres en charge des hydrocarbures, de l'économie et du budget, il a été procédé à l'augmentation des prix de produits pétroliers également. Ça fait pratiquement à l'écart d'un an, 4 mouvements autour des prix des produits pétroliers à la pompe. Monsieur François d'Assise me dit déjà, comment apercevez-vous cette actualité? Énième augmentation des prix à la pompe. Mais écoutez, moi, elle ne m'étonne pas du tout dès lors que, vous savez, les caisses de l'État sont aujourd'hui vides. Alors donc l'État doit se renflouer. Et à défaut de faire payer l'impôt sur, on va dire, sur le revenu, vous comprenez que là, sont taxés, en fait, c'est une sorte, à mon avis, une sorte d'impôt, enfin, une augmentation d'impôt faite à l'adresse, bien entendu, des personnes nantis. Vous comprenez? Voilà. Et c'est bien entendu pour renflouer les caisses de l'État. Et ce n'est que, on va dire, justice, un tout petit peu, parce que il faut dire que l'État supporte quand même, subventionne, d'accord, les produits pétroliers depuis... oui, mais cette subvention avait été interrompue. Bon, c'est vous qui le dites, enfin, vous m'informez, en tout cas je découvre. Voilà, donc, sachant que l'État a souvent subventionné, c'est ce que j'étais en train de dire, et que normalement, la subvention profitait à qui? Généralement aux plus riches, d'accord, de nos compatriotes, parce que vous savez que de toutes les façons, quand le prix du baril, le prix de l'essence ou du gasoil
baisse à la pompe, d'accord, cela ne change pas le cours de la vie du Gabonais, on va dire. Non, s'il vous plaît. Je suis en train de dire, cela ne change pas le coût de la vie du Gabonais non véhiculé. Vous comprenez? Celui d'en bas, celui du Gabonais d'en bas. Vous comprenez? Voilà. S'il y a une répercussion, c'est sur le porte-monnaie du Gabonais de la classe moyenne. Vous comprenez? Du Gabonais riche. Voilà. Pour parler un peu plus, de façon un peu plus triviale. Voilà. Donc, je crois que longtemps, l'État a fait la part belle, et parce que c'est tout à fait normal, parce que c'est la politique de toutes les façons de droite, hein, du PDG et du pouvoir actuel, hein, de faire bien entendu dans le favoritisme de la classe, des classes les plus riches de la société, quoi. Voilà, et des entrepreneurs, etc. Et voilà. Donc, je crois que longtemps, on a fait la part belle à cette tranche de la population là, qui ne représente même pas 50%, même pas à peine 25% de la population gabonaise, vous comprenez? Donc maintenant il est temps de rétablir un tout petit peu. Maxime disait il est contre les injustices, et je crois que faire payer un peu plus faire dépenser le riche un peu plus à la pompe, ce serait pas mauvais. Surtout que ces augmentations ne dépassent guère les 50 francs. Voilà. Alors, Monsieur Maxime Senghor, quand même, on comprend, Monsieur François d'Assise Moulongui, mais pour vous, qui parlez souvent au nom de cette couche-là, de cette couche défavorisée, quel peut donc être l'impact? Comment est-ce que vous avez accueilli cette actualité? Excusez-moi vraiment, je vais vous rappeler un peu quelques notions d'économie. Excusez-moi, parce que croire que il n'y a que ceux qui sont à pied qui ne souffrent pas de l'augmentation, et que M. Moulongui emploie le terme de riches faire payer aux riches, c'est ça, ou à ceux qui sont véhiculés. Oui, bon, je vais vous dire que dans la production d'un bien économique, lorsque le produit final sort, il y a ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Prenons le cas d'une boulangerie, vous achetez le pain, n'est-ce pas? Mais une consommation intermédiaire, c'est le carburant qui fait fonctionner la machine. Vous voyez, le pain peut augmenter parce que le carburant qui fait tourner la machine a augmenté. Et là, ça n'a rien à voir. La quantité peut réduire. Ça n'a rien à voir avec un véhicule ou pas. En fait, c'est des petites notions d'économie. On croit que le consommateur direct du carburant, on voit automatiquement l'automobiliste. Ben, vous oubliez qu'une machine qui fait les pains fonctionne avec du gasoil, ainsi de suite. C'est comme ceux qui ont les groupes électrogènes. Ils ont besoin de carburant. Donc, moi, je n'irai pas dans le sens pour dire c'est une façon de faire payer les riches ou les automobilistes. Parce que pour moi, la consommation du carburant, je ne vois pas forcément les automobilistes. Il y a on a besoin de carburant pour faire fonctionner tout type de machine. Par exemple, votre débroussailleur, qui est notre frère ouest-africain qui vient débrousser chez vous, a besoin pour faire fonctionner sa machine l'essence qu'il mélange à d'autres produits, parce que c'est un petit boulot que moi j'ai fait. Donc je sais très bien qu'on va acheter, mais là, sauf dans les bidons de 5 litres, ces trucs-là. Donc ne voyons pas forcément les automobilistes. Et aussi, une augmentation de 25 francs, pris de façon unitaire, ça ne représente rien. Multiplié par 100 automobilistes, M. Moulongui, ça ferait une grosse somme d'argent. Et c'est comme ça que les banquiers aussi nous gagnent. Ils vont vous dire, il y a une hausse de 10%. Pour vous, ça ne représente rien vu de façon individuelle, unitaire, une seule personne. Mais multiplié par 30 000 clients, c'est autre chose. Donc, il faut aussi voir les calculs de façon un peu plus, ce qu'on appelle la macroéconomique. Donc, éviter souvent de réduire ça à une chaîne microéconomique, ne voyant qu'un seul individu. Donc, alors, l'augmentation du carburant concerne tout le monde. Aussi bien vous qui êtes à pied que celui qui a un véhicule. Parce que ne voyez pas forcément la consommation, le taximan. Le taximan. Moi qui suis à pied, mais je viens de vous dire une boulangerie. Je viens de vous dire que vous achetez le pain à la boulangerie. Oui, mais le prix du pain est fixé. Il respecte une certaine... Je vous parle des notions économiques. Nous avons étudié l'économie. On appelle les consommations intermédiaires. Lorsqu'un produit sort, c'est le pain. Le produit final, c'est le pain. Mais pour que le pain soit produit, il passe par des types de consommation, la farine, le sel, ainsi de suite, le carburant et autres. C'est ce qu'on appelle l'économie. Monsieur Moulongui, je ne vais pas vous rappeler vos leçons d'économie, on appelle ça les consommations intermédiaires, qui rentrent dans la finalité d'un produit. Voilà. Les professeurs d'économie me suivent. Donc, c'était pour enlever l'équivoque, parce que M. Moulongui a dit que c'est une façon de faire payer la classe moyenne, les riches, ceux qui ont les automobilistes. Donc, enlevez déjà ça. La consommation, l'augmentation du carburant vous concerne et me concerne, même si je suis à pied. Parce que vous avez réduit cela au taximan. C'est une façon réduite de voir la chose.
il faut voir la chose un peu plus grand. C'est pourquoi je parlais de macroéconomique, de consommation un peu plus élargie. Ne réduisez pas à cela. Mais l'impact que ça... Ils vont augmenter les prix, que le taximan va augmenter le prix. Effectivement, ce sont les répercussions. Permettez-moi, voilà. Pablo, c'est les répercussions. Voilà, justement. Vous m'avez demandé les conséquences. Voilà, mais ce sont les répercussions. Oui. Remarquez que, parce que il faudrait qu'on soit quand même, parce qu'il y a des faits qui ne méritent pas de débat. Ouais. Pablo, augmenter le carburant dans les stations, dans les pompes, on ne va pas dire que c'est les autres. Et ça ne me concerne pas. Parce que, automatiquement, vous montez le taxi, vous voyez que vous êtes seulement client. Mais il y a ce qu'on appelle effet boule de neige. C'est des termes économiques. Ouais. C'est-à-dire que ça, la boule de neige, quoi. Lorsque ça quitte une pente, ça commence un peu. Au fur et à mesure qu'elle déboule, elle grandit. C'est ça. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que même nous passagers, ne soyons pas surpris. Par exemple, dans le cas du transport. Ne soyons pas surpris si un jour les automobilistes vous disent mais oui, et pourtant vous avez dit que vous êtes à pied, ça ne vous concerne pas. Merci. Je vous coupe d'abord un tout petit peu en espérant revenir vers vous pour toujours sur la même question. Alors pour vous, Monsieur François d'Assis Moulungui, est-ce que vous êtes convaincu qu'il n'y a pas d'impact sur, parlons du panier de la ménagère un tout petit peu aujourd'hui. Oui. Est-ce que l'augmentation, la hausse des prix à la pompe peut avoir un impact sur le panier de la ménagère? Bon, sans être un économiste. Oui, sans être un économiste et surtout, voilà. Mais quand même, on a des notions. Quand j'ai pris ma position, j'étais clair. Je suis parti. Je ne parle pas de votre position. Bien, d'accord. On va revenir sur le prix de le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère. Quel peut être l'impact de la hausse à mon avis? À mon avis, il y aura forcément un contre-coup, d'accord, dans le panier de la ménagère. Maintenant, on va l'expliquer, d'accord. De quelle façon? Il faut dire que, d'après ce que Maxime voulait ou semblait dire difficilement, c'est que les piroguiers, par exemple, qui achètent du carburant, d'accord, vont faire payer un peu plus la commerçante qui transporte sa banane de Ndougou jusqu'au port de Camboiro, d'accord. Bien. Alors, et puis la commerçante qui a augmenté, qui a vu le billet, par exemple, augmenter, va répercuter cela sur la vente de son régime de banane. Son régime de banane va coûter 2500 francs de plus. Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est une vérité. Ça va donc peser un peu plus dans le coût dans le panier de la ménagère. Cependant, il y a longtemps dans notre pays qu'on n'a pas attendu l'augmentation de 25% d'un prix, et ça je voudrais vous le dire. Ce qui fait la cherté de la vie à Port-Gentil, c'est pas l'augmentation du prix du carburant, d'accord. Ça existe depuis longtemps, même quand ça baisse, d'accord. Même quand le prix du baril parce que il est arrivé qu'il y ait des baisses, d'accord. La baisse de l'État, du gouvernement, d'accord. Toute baisse du prix du carburant n'a jamais entraîné une baisse de quoi que ce soit des régimes de banane. Vous comprenez? Et je pense que ça fait écho sur ce plateau. Voilà, et c'est pourquoi moi je crois que cette augmentation d'aujourd'hui, n'aura pas trop, enfin, elle aurait un impact, mais la difficulté, les Gabonais la vivent déjà depuis longtemps. La cherté de la vie ici à Port-Gentil. Donc, non, s'il vous plaît, permettez qu'on dise quand même que, moi, à mon sens. S'il vous plaît, c'est pas, à mon sens, c'est d'abord, pour moi, l'avantage, je vois l'avantage des caisses de l'État. D'accord? Les caisses de l'État, l'État veut chercher les moyens de trouver un peu d'argent. Nous devons flouer ces caisses. Mais pas sur le dos mais c'est pas sur le dos des Gabonais uniquement, mais d'abord les plus riches. Voilà, merci. Solidarité oblige. Merci à vous. Solidarité oblige. De rappel. Oui. S'il vous plaît, voilà. Alors, il est important de rappeler à toute fin utile que ce n'est pas de la responsabilité, c'est pas la responsabilité de l'État, parce que le secteur de la distribution des produits pétroliers a connu sa libéralisation. Donc, désormais, ce sont les acteurs de ce secteur d'activité qui définissent les prix à la pomme, c'est plus l'État, voilà. Parce que lorsque l'État subventionnait, ces secteurs, l'État pouvait avoir un mot à dire dans l'augmentation ou la baisse des prix. Désormais, il appartient aux acteurs du secteur. Donc, écartons déjà la responsabilité ou alors le rôle de l'État dans ce scénario. Le gaz est un produit pétrolier. Voilà, évidemment, mais le gaz n'a pas connu d'augmentation. Le pétrole non plus. Alors, il s'agit de l'essence
et du gazole. Voilà. Allez-y. Non, non, le gaz n'est pas là. Allez-y. Non, mais moi, mais je remercie vraiment là M. Moulongi qui a fait maintenant pleuve le quartier, qui a compris, parce que quand je donne même l'exemple des piroguiers et autres, voilà encore un endroit, un secteur où vous et moi, Pablo, nous subissons. Parce que lorsqu'une mesure vient d'être prise, nous ne savons pas comment les Gabonais vont réagir. Vous voyez? Mais c'est vrai que Port-Gentil est déjà une ville chère, mais ne dites pas qu'elle était d'abord chère, ça ne changera rien. Mais ça augmente encore plus la cherté. Et personne n'a besoin de ça aujourd'hui. Quand on sait ce que l'on vit déjà, on a du mal à joindre les deux bouts ici à Port-Gentil, on n'a pas besoin d'une autre source de malheur. Donc moi je dis, il faut arrêter de dire ça concerne les riches. Moi, c'est ce qui me fait pas plaisir d'entendre. Qu'on a augmenté, c'est pour les riches. C'est pour les riches. Mais tout à l'heure, pour manger la banane, pour aller acheter la banane au Camboiro, c'est pas le riche qui va forcément se là-bas. Vous voyez? Donc ça nous concerne, nous tous. Bon, maintenant, si c'était pour renflouer les caisses de l'État, mais moi je dis, mais l'État a d'autres moyens pour avoir de l'argent. Hein? Mais il suffisait que l'État soit un peu plus malin. Il y a plusieurs idées, mais on sait très bien qu'on n'a jamais écouté les idées des Gabonais. On dit toujours, vous n'avez rien à dire. Vous voyez? Mais les taxes, qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout un secteur informel du commerce au Gabon. Vous voyez? Donc, moi je dis, venir encore... J'insiste que ça ne profite pas à l'État et que l'État n'a rien à voir avec l'augmentation. Mais c'est parce qu'il manque une certaine organisation. Non, je suis M. Moulongi qui a dit que c'est pour les caisses de l'État. Sauf que si j'ai mal entendu, c'est pour enfler les caisses de l'État, c'est ce qu'il a dit. Donc on se rend compte que c'est même pas l'État. Donc où ira cet argent? Donc encore une fois, c'est sur le dos des Gabonais, puisqu'on a dit que c'est pas l'État, enfin. C'est ça, non? Ben voilà. C'est l'entreprise qui vend les produits pétroliers qui va faire un peu plus de bénéfices. Bon, sauf si vous avez une autre nouvelle, je préfère me fier peut-être aux ressources de Pablo, qui dit c'est pas l'État. Mais les taxes, les entreprises qui produisent payent les taxes à l'État. S'il vous plaît, monsieur, nous parlons de l'impact. Voilà. Nous parlons de l'impact. Quel que soit l'organe qui a fixé ces prix, ce qui est sûr, ceux qui vont payer, monsieur Moulongi, c'est vous et moi, de façon directe ou indirecte. Voilà. Alors, il faut rappeler, l'augmentation est quand même plus ou moins minable. C'est 2% d'augmentation. Donc, désormais, les automobilistes payeront 495 francs à la pompe pour 1 litre de gazole et 565 francs CFA pour le litre d'essence. Voilà. Donc les chiffres, on avait 535 francs, je pense. Voilà, 535 francs. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes à 500... nous sommes à 565. Quelque chose comme 25 francs. Chiffre normalement, augmentation de 25. Multiplié par exemple 1000 taxis à Port-Gentil. Je vous ai dit, si vous prenez les chiffres, vous voyez, c'est ça, voilà pourquoi même les banquiers nous gagnent. Parce qu'un banquier va vous dire, monsieur, on prend juste 100 francs dans votre salaire. Vous, en fait, vous voyez seul, vous réduisez ça de façon unitaire. Moi, vous dites une banque qui a 40 000 clients. Voilà, ils prenaient un peu la chose de façon... J'espère que je ne tue pas le conflit. Voilà, justement, alors, peut-être on va peut-être avoir encore votre avis, parce qu'il faut rappeler que c'est une information qui a suscité les réactions des différents syndicats du secteur des transports. Alors, à quoi est-ce que l'on peut s'attendre de la part du gouvernement, monsieur François d'Assise Moulongi? Est-ce qu'il peut avoir une réponse ou alors une intervention? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement s'intéresse à la question et puis... Écoutez, l'État-providence, comme je le disais déjà une fois sur ce plateau, n'existe plus. D'accord? Normalement, en cette période de vache maigre où l'État a du mal, d'accord, à trouver des fonds pour l'investissement, pour achever des travaux, des chantiers qui ont débuté, qui ne sont pas encore achevés, vous comprenez que c'est quand même assez difficile qu'on puisse demander à l'État de réagir là, à ce niveau-là. Bien, moi je crois que, comme je persiste à considérer que il y a une nécessité de solidarité en ce moment dans ce pays. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse, au-delà on va dire d'un impôt sur la propriété ou de multiplier les impôts, d'accord? Il faut qu'on sache que les plus nantis ont intérêt quand même à participer au minimum. Bon, si il est démontré qu'il n'y a pas de lien direct
entre ces augmentations de prix du carburant à la pompe, d'accord, et les ressources de l'État, d'accord. Mais cependant, moi je crois que nous sommes nous sommes dans un contexte économique, social et économique particulier qui normalement appelle à la contribution de ceux qui ont, d'accord, le minimum. Ceux qui ont le minimum de moins, ceux qui ont le maximum, on va dire, de la richesse nationale. Ouais. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'ils sont, comme je le disais, pas plus de 25% de Gabonais qui amassent, on va dire, près de 90% de la richesse nationale. Vous comprenez? Donc, je crois personnellement que même si ce n'est pas dans les intentions de l'État ou en tout cas des sociétés producteurs ou qui vendent le carburant, d'augmenter comme ça les taxes, d'accord? Même si ce n'est pas dans l'intention, bien entendu, de créer cet impôt, cette surcharge, moi je crois que l'État devrait regarder de ce côté-là. Voilà. Créer un impôt ou encore faire contribuer les riches, d'accord, bien entendu, à la solidarité nationale. Voilà. Pour ramener de l'argent dans les caisses de l'État, pour permettre à l'État, bien entendu, de pouvoir subvenir aux besoins des Gabonais les plus faibles. Parce que les économiquement faibles sont nombreux, sont plus nombreux que les riches, d'accord? Alors, ceux-là ont besoin de moyens. Ceux-là vont effectivement indirectement subir, d'accord, les augmentations des prix de pétrole, etc. Mais vivement aussi il faut reconnaître que l'État a quand même mis des garde-fous. Il y a une mercuriale des prix, d'accord, qui existe et qui est respectée parce que je suis allé quelque part. Quand on dit mercurial des prix, je parle des produits de première nécessité. J'entends bien. Donc, je suis allé quelque part dans un magasin où je m'approvisionne, par exemple, en boîte de lait Nido. Alors, la grosse boîte de lait Nido que j'achetais à 13 500, aujourd'hui, je l'achète à 13 000. Vous comprenez? Bien. Et pourquoi? Parce que l'État est passé par là. Voilà. La mercuriale des prix a imposé, voilà, ces baisses-là. Il y a des endroits où elle se vend à 12 000, etc. Mais, voilà. Moi, voilà, donc finalement, on ne connaît pas le véritable prix. Non, vous n'allez donc pas jeter des fleurs. Vous n'allez pas jeter des fleurs à ces. J'ai vu une différence. Je préfère quand je vous le dis. Puisqu'il y a déjà deux différences. Écoutez, vous parlez de 12 000, 13 000 et 13 500. Mais vous savez que nous sommes dans une économie libérale. Ouais. Ça c'est un. Nous sommes dans une économie libérale. C'est-à-dire que si donc la mercuriale n'a plus de place, Monsieur Moulougi. Soyez clair quand même. S'il vous plaît. Allez-y. Permettez que je vous fasse comprendre ce que vous ne comprenez pas. D'accord? Bien. Je vous dis ceci. Il y a bien entendu les vendeurs, les commerçants. D'accord? Les commerçants qui achètent en gros et qui revendent en détail. D'accord? Excusez-moi. S'il vous plaît, permettez que permettez que je vous dise que vous irez dans un magasin de commerçants, on va dire lambda, d'accord? Vous allez trouver le prix de la boîte de lait, par exemple, cette boîte de lait-là, à 13 000. Vous comprenez? Bien. Vous irez dans un autre magasin, d'accord? Un magasin comme Sekadou. Non, ne citez pas de nom. Je ne veux pas citer. Voilà. Je ne veux pas citer. D'accord? Vous irez dans un autre magasin qui est une chaîne. Non, qui est un magasin. C'est un magasin, d'accord? Qui vous vendra ça, par exemple, 1000 francs de moins. Vous comprenez? Alors, dans ce cas, vous ne nous parlez pas de mercurial, Monsieur Moulougi. Monsieur, comprenez qu'il existe une mercuriale des prix. D'accord? Mais vous ne pouvez pas nous parler de mercurial. Il existe une mercuriale des prix. Et vous-même, vous nous faites comprendre qu'un même produit peut avoir trois prix dans trois magasins différents. S'il vous plaît. Merci, Monsieur Moulougi. On vous a compris. Il y a un prix plafond qu'il ne faut pas dépasser. C'est ce que ça veut dire. Bon, ok, voilà. Il y a une mercuriale. Ça veut dire finalement, nous ne comprenons pas de la même façon ce que c'est que la mercuriale. Voilà. Merci. Merci à vous. On vous a compris de toutes les façons. Merci. On vous a compris. Nous comprenons bien. Voilà, on se comprend. Alors, Monsieur Maxime Senghor, comme je le disais tantôt, le syndicat des transporteurs est monté au créneau à travers la voix de Jean-Robert Meunier qui s'est exprimé à nos confrères, qui s'est confié à nos confrères de Gabon Revue en disant cette augmentation pourrait entraîner, je cite, un risque de dérégularisation, dérégulation du coût des transports terrestres, voilà, du coût des transports terrestres, une difficulté grandissante chez le reste des consommateurs pouvant créer à terme l'inflation générale des prix. Est-ce que ce sont là des raisons qui pourront quand même pousser le gouvernement en place, le gouvernement et ce Zengondé, à se saisir de l'affaire et de se dire, ben tiens,
avec la situation actuelle, il y a nécessité de revoir cette situation de hausse de prix à la pompe afin d'éviter que le panier de la ménagère, que le trou du panier de la ménagère ne s'élargisse. Voilà. C'est-à-dire, sans même avoir eu connaissance de cette information, mais je vous l'ai dit, une augmentation du prix du carburant à la pompe peut avoir un effet secondaire sur le Gabonais lambda qui est au fin fond du Mapan. Vous voyez? Évitons de dire « ça ne me regarde pas, c'est pour celui qui a la Prado, la RAV4 ». Mais non! Mais vous oubliez que le client de la station, c'est aussi le taximan qui me transporte. C'est pour cela que le CILTEG, c'est ça le syndicat des transporteurs, est monté au créneau par son secrétaire général, M. Jean-Robert Meunier, pour dire, effectivement, il peut y avoir conséquences, même au niveau du plus petit des Gabonais. Voilà pourquoi je dis, évitons toujours de prendre les choses de façon restrictive. Mais voilà, maintenant, moi je vais donner une idée à l'État. Si c'était pour des mesures, voilà, on va voir, il n'y a pas l'argent et autres. Mais ailleurs, il y a ce qu'on appelle des restrictions budgétaires. Vous voyez? On se plaint depuis des années que nos membres du gouvernement sont trop payés. Les parcs automobiles, c'est trop. Mais voilà. Ailleurs, il y a ce qu'on dit, essayer d'équilibrer l'assiette fiscale. Vous voyez? Robin des Bois, qu'on connaît, Robin des Bois, un voleur célèbre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il volait aux riches et redistribuait aux pauvres. Honnêtement, le riche n'a jamais donné son argent volontairement. On le sait, Pablo. L'histoire nous a démontré cela. Le riche, il faut prendre son argent de force. Vous voyez? On a vu quel riche dit, prenez mon salaire. Mais non. C'est toujours, il faut que un chef d'État ou quelqu'un de supérieur puisse venir imposer cela. Voilà, en gros, à quoi est-ce que l'on pourrait s'attendre? Quelle pourrait être la réaction de l'État, du gouvernement face à la réaction du gouvernement? Parce que c'est vrai que l'État provisoire n'existe pas, mais l'une des missions premières d'un État, c'est de veiller quand même au bien-être de sa population. Vous voyez? Le consommateur immédiat, c'est-à-dire la victime immédiate de cette augmentation, c'est forcément l'automobiliste. Parce que le plus grand consommateur de carburant reste l'automobiliste. Et dans automobiliste, moi je préfère ne pas dire celui qui a sa voiture, celui qui n'a pas sa voiture. Pour moi, l'automobiliste, c'est tout le monde. Alors, maintenant, nous maintenant, on dit bas peuple, nous autres, c'est nous qui prenons le taxi. C'est nous qui prenons les transports en commun. C'est-à-dire Sogatra, ainsi de suite. Et on sait que pour faire avancer un bus de Sogatra, il faut le carburant. Alors, donc, l'État n'a pas pensé à nous quand ils ont fait ça. Si vraiment ça vient de l'État, ou la mesure vient d'une autre société, mais c'est que c'est une société étatique. Vous voyez? Ils n'ont pas pensé à nous. Ils se sont dit, les pauvres sont assez pauvres, on va encore prendre leur argent. Et pourtant, dans une nation où ça ne va pas, où on a un problème de finance, on ne vient pas encore prendre l'argent chez le pauvre. Mais non, on va prendre chez celui qui en a plus. N'est-ce pas? Logiquement, ça fonctionne comme ça. Merci. Bon, là, on sait que l'État veut encore nous prendre nos petites miettes qu'on a. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. Merci à vous, monsieur Essangon. On vous a compris. Il est donc important de rappeler à nos téléspectateurs qu'en juin 2016, ça avait fait écho sur ce plateau, je le disais encore. On est passé, pour ce qui est de l'essence, on était passé de 525 à 555. Et pour cette fois, nous passons de 555 à 565 pour ce qui est de l'essence. Et pour le gazoil, en juin, on était passé à, je pense bien, de 535 francs de 435 francs à 480 francs. Et maintenant, nous passons de 480 à 495 francs. Voilà dans les prix que vous allez désormais 20%. Retrouver à la pomme. 2%, 2%. D'augmentation. 20 francs. Voilà. 20 francs d'augmentation. Voilà, 20 francs. Donc, ce sont dans les prix que vous allez retrouver désormais à la pompe. Allez, tout de suite, mesdames et messieurs, on s'intéresse à toute autre chose. Il s'agit du coup de gueule dans le cadre de cette aventure. C'est maintenant.
Non, on reparlera tout à l'heure. Voilà, nous y sommes. On n'en parle pas tout à l'heure, on parle maintenant. Il s'agit du coup de gueule. Rebonsoir à vous, monsieur Moulongui. Bonsoir, donc aujourd'hui, au nom de la liberté donc, de critiquer, et voilà, donc je voudrais m'en prendre à tous ceux qui se font passer pour des réparateurs. Hein, je préfère utiliser ce terme-là, réparateurs. En fait, qui sont, à vrai dire, des bricoleurs. Pourquoi? Parce que figurez-vous que si vous vous pointez comme étant un réparateur, vous ouvrez un magasin, ou je ne sais pas comment appeler ça, une boutique de réparation, d'accord? Alors, il paraît, vous faites croire à ceux qui sont vos potentiels clients que vous êtes à mesure de leur apporter de la réparation, d'accord, de leur matériel. Et surtout pour ceux qui font dans l'électroménager et la réparation d'ordinateurs. Alors, si vous n'êtes pas capable, s'il vous plaît, ne vous aventurez pas comme étant réparateur, alors que vous êtes des bricoleurs qui, au lieu d'arranger, mais foutent en l'air le matériel des gens. Alors, figurez-vous qu'on vous amène un congélateur ou un réfrigérateur, d'accord, à réparer. Alors, ce qui devrait, à mon sens, vous préoccuper, monsieur, madame, c'est pas votre argent, celui qu'on doit vous donner, parce que vous semblez trop préoccupé par l'argent. D'accord? Ce n'est pas l'argent. C'est pas l'argent qui devrait vous préoccuper. C'est le travail fini, la qualité du service, la qualité du travail que vous êtes capable de vendre, le service que vous vendez. C'est ce qui est le plus important. Si vous n'êtes pas capable d'offrir un service de qualité, c'est-à-dire vous prenez un congélateur ou un réfrigérateur, vous le prenez dans un certain état, il est en panne, certes, d'accord, mais vous le prenez dans un certain état, vous vous arrangez à le réparer et à le restituer dans au moins cet état-là, d'accord, l'état dans lequel vous l'avez pris, et non pas avec des trous partout, des vis qui manquent, etc. Et vous allez réclamer 50 000, 60 000 pour le service que vous avez rendu. Mais vous n'avez pas rendu service dès lors que le matériel que vous rendez est dans un piteux état. Même si, à la fin, il est réparé, d'accord? Parce que il vous est arrivé, il était encore neuf. Et certains d'entre vous diront, mais ce sont des appareils des Chinois. Donc, mais attendez, si c'est des appareils de Chinois, réparez-les en prenant en compte le fait que ce sont des appareils de Chinois. C'est tout. Mais merci à vous. Mais permettez-moi de rectifier quand même, un appareil neuf ne peut pas aller chez le technicien. Monsieur, un appareil neuf peut aller chez le technicien. Figurez-vous, je vais vous dire de quelle façon un appareil neuf peut aller chez le réparateur. D'accord? Un appareil neuf peut subir, d'accord, une panne provoquée. D'accord? Une panne provoquée. Et c'est un appareil neuf qu'on a amené à la maison. Et lorsque, par exemple, on le dégivre, hein, quelqu'un a pris un couteau et a passé quelque part. D'accord? Alors, bon, c'est une panne. Et c'est un appareil neuf. Il n'en veut pas montre, c'est un appareil neuf. Merci, merci. Mais pour une fois, quand même, pour une fois, j'aurais mon avis à donner sur le coup de gueule de ce soir. Pour une fois. Voilà. Mais cet avis qui sera pas trop favorable pour monsieur Moulongui. Mais allez-y toujours. Merci de me le permettre. Alors, je pense pour ma part que monsieur Moulongui, c'est une activité qui nourrit des familles. Hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire cette activité de réparation, on va dire informelle d'appareils, ça nourrit des familles. Donc, certains peuvent réussir et d'autres peuvent échouer. Pour moi, personnellement, je pense pas que ça soit aussi grave que l'on puisse utiliser sa liberté de critiquer et de dénoncer pour tirer à boulet rouge sur ce dernier. Mais puisque à chacun sa liberté, vous avez utilisé la vôtre, c'est tout à fait normal. C'est aussi ça à vous la télé. Mais monsieur Massime Sango, je pense quand même que l'on devrait laisser ceux qui se débrouillent dans ce secteur-là se démerder. Parce qu'il y a des professionnels. Je ne suis pas en train de les priver de leur... Il y a des professionnels. Je dis juste de faire attention. Il y a des professionnels dans ce secteur, mais il y a des faux aussi, comme dans tous les secteurs d'activité. Voilà, il y a des professionnels qui n'ont peut-être pas la possibilité de travailler en entreprise et qui ont choisi de se mettre à leur propre compte, qui font bien le boulot. Voilà. Mais il y en a qui ne le font pas bien. Voilà. Et en même temps, il y a aussi des appareils. Les Chinois. Oui, bien sûr. Non, pas des Chinois. Je préfère ne pas dire des Chinois. Mais je préfère vous dire qu'il y a des appareils aussi complexes. Voilà. Donc la réparation un peu. Excusez-moi. Hein. Allez-y. Je commencerai d'abord par dire qu'il n'y a pas de sot métier, mais de sottes gens. Voilà. Parce que le problème ici, on n'attaque pas le métier. Ouais. Mais nous attaquons les charlatans
ceux qui font dans le faux, Ouais. et la qualité du travail. Parce qu'il faut le dire. Hein? On a tous été victimes une fois, hein, d'avoir amené un appareil électroménager chez un réparateur. Ouais. Et ce réparateur nous a garanti que je suis le meilleur. Ouais. Hein? Ouais. Que là, vraiment... Je suis victime. J'ai Voilà. mon téléviseur qui est... C'est vraiment là où il faut recadrer les choses. Hein? Je peux Il citer nous a, même le gars. non, ne cite pas. Parce qu'il a encore ses clients. Tu vas casser son business. Donc, le réparateur nous a tous rassurés que je suis le meilleur, en tout cas, dans Port-Gentil, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Là où je t'ai arrangé ton appareil, là, c'est fini. Il est comme neuf. Mais, grande a été notre surprise de repasser encore une semaine plus tard ou un mois plus tard pour la même panne. Vous voyez? Et ce dernier de nous dire, ajoute encore quelque chose. Donc, non seulement c'est notre porte-monnaie qui a été touché, Ouais. et aussi la crédibilité de la personne, du réparateur, la fiabilité de son boulot, hein, a pris un coup. Vous voyez? On nous a dit, nous en repartant, on va se dire que, mais vraiment, toi aussi, Sunday. Parce que j'ai dit Sunday parce que c'est toujours soit... c'est un anglophone, souvent. Ouais. Parce qu'on a nationalisé des petits métiers au Gabon. Excusez-moi, c'est un autre débat. Maman Gâteau, c'est la béninoise, le tailleur, c'est... Voilà. Ainsi de suite. Maintenant, donc, Sunday nous a garanti que, en tout cas, mon petit, je suis le meilleur dans tout Port-Gentil. Vous voyez? Il n'y a personne d'autre. Mais grande a été notre surprise de repasser. Un mois plus tard, j'ai dit, mais vraiment, Uche, mais tu m'avais dit que hein, c'est bon. Il me dit, non, petit, mais il faut encore ajouter une autre pièce. Là, ajoute encore 10 000. On a déjà été tous victimes de ça. Et je crois que le coup de gueule de M. Moulungi, c'est surtout à ce niveau-là. Parce que moi, je me dis, ces gens déjà, on ne connaît pas leur formation, elle est douteuse. Vous voyez? De la même façon, quand vous allez dans un cabinet médical, le médecin est fier de vous afficher ses diplômes au bureau. Ouais. Mais on n'a jamais vu, on ne sait pas. Bon, mais on va... s'il vous plaît. Non, mais il faudrait quand même que l'on sache. Voilà. Parce qu'entre ce que vous dites, que vous êtes le meilleur, et rien ne nous confirme que c'est ça, on a quand même des doutes. Voilà, je pense pour ma part que on va pas tirer à boulet rouge sur les réparateurs de télévision. Parce Non, que c'est sur les faux. Ce sont nos fidèles téléspectateurs. Non, on parle des faux. On va donc faux. profiter même de cette occasion pour leur dire bonsoir. On pense à un des vrais qui nous regarde du côté du quartier. On n'attaque pas tous les réparateurs, mais on attaque principalement ceux qui nous disent qu'ils sont les meilleurs. Et on revient avec la même panne. Surtout les réparateurs. Et ils nous demandent encore... J'ai les réparateurs de Et téléphone. ils ont toujours des prix qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de mercurial. Voilà un endroit où il n'y a pas de mercurial. Ouais. Le prix est donné, il repart, il regarde l'appareil, il tourne la télé, il dit... Non. 50 000. Non. 50 000. Ben, ok. Mais le problème Non, aussi, c'est que, ça. comprenez que c'est vraiment, je suis contre, en fait. Vous allez m'excuser. Vous êtes contre ce coup de Ou ce coup de gueule. Non, Vous non, allez- on non, mais n'attaque pas. vous allez m'excuser. Il y a En fait, des faux, je là-bas. pense que de la même façon que vous avez votre liberté de critiquer, j'ai aussi la mienne quelque part. Voilà. Je pense en fait que ces gars se débrouillent, ces gars se battent pour nous aider en fait. Chez les autres, pour ne pas dire en Occident, lorsque vous achetez votre téléviseur dans un magasin, le magasin se charge de vous garantir un service après-vente. Ouais. Ben, ça n'existe pas chez nous. Non, Donc, il est limité. impérativement, on doit avoir besoin. 2 Bon, mois, c'est vrai, il y a 3 des... mois, 4 mois. C'est Non. ça le... Oui, mais, Mais au-delà de 3 mois. si vous allez m'obliger à citer une marque, lorsqu'en France, par exemple, vous achetez un téléviseur LG, chaque fois qu'il est en panne, vous retournez à la maison LG, il y a des techniciens Donc, qui... comme on va dire au quartier, sont- jusqu'à. Ben, même si vous devez payer, non, même si vous payez, voilà. Monsieur Moulungi, je sais pas, hein, même si vous payez, Oui. mais c'est quand même à la maison LG parce que vous avez une garantie que c'est des techniciens spécialisés chaque qui fois. sont, voilà, vous payez, vous Ça, devez c'est débourser. en Europe. Voilà, donc Bon, je pense maintenant, que ça on va devrait pas également voir exister chez nous. Normalement, ça devrait exister. Ça devrait exister. L'achat de tout appareil doit correspondre à une garantie. Il y a une garantie. C'est une On vous durée. donne une garantie. Une garantie, d'accord? une durée. Bien. Monsieur Mais la Sangol, garantie, avec oui, des véhicules jusqu'aujourd'hui, je bien. pense que... Il y a une garantie. Une durée. Oui, mais c'est la garantie, c'est la durée. Au-delà de la garantie, la date limite. Vous faites Ouais. ça. Mais vous S'il revenez vous au plaît, magasin et vous payez. Vous revenez. Vous payez Parce pour qu'il y a un faire service. réparer. Il y a un service après-vente. Donc- Ça, on appelle ça le service après-vente. Pour dire la vérité, Oui. chez les Blancs, Oui. là on vend les télévisions. Oui, oui. Derrière le magasin, il y a un réparateur, non? Oui. Bon, au grand village, tu Et as un vu des... spécialiste.
un réparateur Nous, ici, il n'y a que les vendeurs, ils ne réparent pas. Voilà, justement. Donc, c'est ça qui aurait pu être un coup de gueule. Pour moi, s'il vous plaît, monsieur Sangon, pour moi, c'est ce qui aurait pu être un coup de gueule, c'est-à-dire dénoncer le fait que des entreprises ne veulent pas. Voilà, justement. Mais je suis de tout cœur avec ces réparateurs-là qui nous aident beaucoup. Nous sommes de tout cœur. Nous sommes de tout cœur. Voilà. Et vous comprenez aussi que la technologie avance. Lorsqu'on a fait ces études d'électrotechnique en 2002 et qu'aujourd'hui il n'y avait pas des écrans LED et qu'aujourd'hui il y a des écrans LED, je pense que c'est avec votre... Voilà. À ce moment-là, le technicien doit se recycler. Et il ne doit pas s'aventurer. Merci monsieur, nous sommes à la fin de l'émission. Vous êtes né avant Internet. Aujourd'hui, vous maîtrisez Internet. Le réparateur j'ai appris à l'école. Le réparateur est né avant les écrans plasma. Aujourd'hui, il doit apprendre à réparer. Merci à vous, cher monsieur. Nous sommes rendus à 17h passées de 50 minutes dans ce studio. C'était tout pour la première partie de cette émission. Merci à vous, monsieur Moulougui, pour votre coup de gueule, même si vous ne voulez pas accepter mon point de vue. La qualité de service. Je pense l'avoir donné. Un bonsoir particulier à tous les réparateurs de télévision qui nous regardent partout à Port-Gentil. Merci à vous. Mesdames et messieurs, tout de suite, nous allons marquer une pause publicitaire. Le temps de prendre la météo des marées proposée par nos partenaires de l'Office des ports ERA du Gabon. Et ça sera également le temps pour nos invités de s'installer sur ce plateau avec nous. On vous l'a si bien annoncé lundi dernier. On devrait recevoir cet après-midi, ce soir, nos amis de l'Organisation nationale des employés du pétrole. On parlera de la crise et surtout des éventuels licenciements qui se pointent à l'horizon. Ils sont déjà dans nos locaux. Dans quelques instants, seulement le temps pour vous de prendre la météo des marées. Et surtout, bienvenue à vous qui venez tout simplement de vous joindre à nous. Et voilà votre passerelle maritime avec l'Office des ports et rades du Gabon au Prague. La météo des marées et les consignes de sécurité en mer exprimées en temps universel. Consigne de sécurité en mer, droit du gilet obligatoire, éviter toute surcharge, veille permanente, VHF, canal 12, téléphone 01 55 27 10 01 55 27 11. Va savoir ce que je dois à la... Et voilà votre passerelle maritime avec l'Office des ports et rades du Gabon au Prague. La météo des marées et les consignes de sécurité en mer exprimées en temps universel. À l'heure où viennent les idées, repères fripés, je rentre chez moi. Dans les airs légers, la senteur du lilas m'électrise. J'aperçois comme si je conduisais en état d'ivresse. Consigne de sécurité en mer, droit du gilet obligatoire, éviter toute surcharge, veille permanente, VHF, canal 12, téléphone 01 55 27 10 01 55 27 11.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et comme je vous l'annonçais à l'entame de cette production, nos invités sont déjà avec nous et avec eux, on essaiera tant bien que mal de décrypter pour mieux comprendre ce qui s'annonce dans des jours à venir. Si rien n'est fait dans le secteur pétrolier, sur ce plateau avec nous, deux membres très actifs de l'Organisation nationale des employés du pétrole. Nous avons monsieur Alain Mungengi Oyembo, qui est secrétaire national adjoint chargé de la négociation et de la réglementation. Bonsoir à vous et bienvenue, cher monsieur. Vous allez bien? Merci. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, sur ce plateau également, monsieur Lambert Bolo-Oye, qui est secrétaire national en charge du suivi des organisations, des organisations de base et du recouvrement, je crois, c'est ça? Bonsoir à vous, cher monsieur. Oui, bonsoir, secrétaire national en charge des organes statutaires. Ah voilà, des organes statutaires de base et de recouvrement. Tout à fait. Alors, de quoi est fait votre quotidien? Que fait le secrétaire national en charge du suivi des organes statutaires de base et de recouvrement au sein de l'ONEP? Merci de la question. Il faut avoir partie du principe que les adhérents sont d'abord les travailleurs. Nous sommes l'Organisation nationale des employés du pétrole qui regroupe en son sein les travailleurs du secteur pétrolier qui, selon ce que chacun désire, sont adhérents chez nous. Donc, ma fonction, c'est le secrétariat en charge du suivi des organes statutaires de base et du recouvrement. Donc, ces travailleurs qui ont des contrats réglementaires, je m'occupe de mettre en place, au niveau des entreprises qui ont plus de 10 salariés, comme le la loi, l'article 198 du Code du travail, de mettre en place des organes tels que la représentation salariale, les délégués du personnel, les délégués syndicaux, et de suivre au quotidien ou de manière mensuelle le recouvrement de toutes les cotisations des adhérents de notre organisation. Voilà. Merci à vous, Jos. Vous allez donner le temps à la technique, rapidement, de régler le problème de votre micro qui n'a certainement pas un retour normal. Voilà. On espère que Monsieur Chita, qui est le chef plateau, va se charger de... Voilà. Merci à vous. Alors, également sur ce plateau, Monsieur Alain Mungengi Oyembo, vous êtes secrétaire national adjoint chargé de la négociation et de la réglementation. Quant à vous, c'est quoi? Quelles sont vos missions? Écoutez, comme c'est si bien spécifié dans le négociation. titre, effectivement, je suis celui qui m'occupe de la négociation, des négociations. Donc les négociations, c'est quoi? Les différents litiges collectifs, ainsi aussi les différents litiges individuels de nos adhérents. Donc nous mettons aussi, je suis chargé de mettre en place éventuellement d'une politique de négociation au sein du syndicat, qui va être suivi par tous les organes statutaires, les organes statutaires, aussi bien les bureaux provinciaux, les IRP dans les entreprises également, donc ils sont chargés de suivre cette politique qui est mise au niveau national par le secrétaire national en charge de la négociation et de la réglementation. Et éventuellement suivre toutes les procédures de réglementation au sein du syndicat, parce que nous sommes une organisation, nous avons des statuts qui fait le fondement de notre organisation. Nous sommes tenus de les respecter. Donc, autour de cela, effectivement, il y a un respect réglementaire qu'il faut mettre en place. Et je suis celui-là qui est chargé de veiller au respect de cette réglementation-là. Voilà. Donc, vous êtes la personne la mieux indiquée pour notre sujet de cet après-midi. Alors, je vous présente M. Marcy Messangon. Chacun une question concernant l'ONEP. Voilà, concernant l'ONEP et les actions. Allez-y, une question. Je constate d'abord que l'ONEP est vraiment bien organisé. Question en deux volets. Est-ce que tout travailleur du secteur pétrolier est automatiquement membre de l'ONEP? Quand bien même, est-ce que quelqu'un peut dire, moi, je ne suis pas membre? Deuxième volet, avec cette belle organisation, pourquoi moi, ai-je déjà entendu un parent ici et là me dire, oh, mais on ne m'a pas payé mes droits, j'ai été viré, comme un malpropre, ainsi de suite. Alors que là, on voit vos titres. Comme au Gabon, on a coutume de voir les longs titres. Comme nos ministères, c'est toujours la place pour écrire en bas. Mais ça montre qu'il y a tellement une organisation. Pourquoi alors beaucoup de travailleurs du pétrole souffrent d'inégalité, d'injustice, alors que vous êtes tellement organisés?
Le Donc, premier volet, à vous, volet, monsieur être Lambert. automatiquement membre de l'ONEP, et ensuite l'autre... Merci de la question. Effectivement, l'Organisation nationale des employés du pétrole, comme son nom l'indique, quand on voit le secteur pétrolier, on pense tout de suite aux travailleurs de ce secteur. Aussi bien vous signez librement le contrat avec l'employeur du secteur pétrolier, aussi bien vous adhérez librement à l'ONEP. En d'autres termes, le contrat de travail avec l'employeur se passe librement. L'adhésion au syndicat, à notre syndicat, se fait aussi librement. C'est cette liberté aussi qui fait que certains travailleurs peuvent adhérer à l'ONEP, d'autres estiment qu'ils peuvent adhérer dans d'autres organisations syndicales. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous êtes travailleur du secteur pétrolier, à Total, à Sogara, à Shell et que sais-je encore, que vous devez systématiquement adhérer à l'ONEP. Le contrat de travail passé avec l'employeur, il est libre. L'adhésion à l'ONEP est aussi libre. Le deuxième volet de ma question. Le deuxième volet de la question. Pourquoi ces injustices? La souffrance ne finira pas. Les injustices ne finiront pas. Mais malheureusement, il se trouve que les travailleurs du secteur pétrolier, s'ils n'ont pas mis au courant le syndicat des difficultés auxquelles ils sont confrontés, le syndicat n'est pas devin. Le syndicat ne peut pas imaginer ou deviner les difficultés dont ils sont victimes tous les jours. Il faut que l'adhérent de l'ONEP, une fois il a mis au courant le syndicat analyse, et là c'est le département de mon collègue à côté, qui examine la revendication, puisque c'est une revendication, qu'il a vis-à-vis de l'employeur. Cette revendication passe d'abord systématiquement par le département dont je suis en charge, c'est-à-dire les délégués du personnel en entreprise. Là, c'est le fonctionnement de l'entreprise. Les délégués du personnel avec l'employeur. Si la revendication a été portée auprès des délégués du personnel, si ceux-ci se sentent insatisfaits de satisfaire à cette revendication, celle-ci remonte au niveau de l'ONEP qui trouve des voies et moyens pour voir dans quelle mesure l'employeur et le syndicat peuvent satisfaire à cette revendication. Voilà, merci à vous. Monsieur François d'Assise Moulougui. Oui, moi j'ai une question simple. Comment fait-on pour devenir secrétaire comment fait-on pour avoir vos rangs, vos titres et vos rangs au sein du syndicat? Peut-être la question à monsieur Alain Mungengui. Ok, merci. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsque vous prétendez être effectivement dans un organe dirigeant de l'ONEP, il faut d'abord avant tout être adhérent. Je crois que mon prédécesseur est déjà ici, vous a un tout petit peu dit comment est-ce qu'il faudrait être adhérent, c'est-à-dire c'est une liberté personnelle. Si on veut adhérer à l'ONEP, on y va et on adhère de façon libre à l'organisation. Bon. Une fois que vous êtes adhérent, il va falloir alors finalement que vous soyez IRP. IRP c'est quoi? IRP c'est soit vous devenez délégué du personnel au sein de votre entreprise, donc vous représentez les salariés sous la bannière de l'ONEP, ou vous êtes un délégué syndical. Un délégué syndical, si vous voulez, c'est le délégué du personnel, mais on va dire qu'il représente le syndicat au sein de l'entreprise. De façon, on va dire, simpliste, quoi. Une fois que vous avez occupé ces rangs, vous pouvez prétendre finalement à un organe dirigeant de l'ONEP. Donc, effectivement, nous avons des assises, nous avons des congrès que nous organisons pour effectivement renouveler nos organes dirigeants, aussi bien les bureaux provinciaux que le bureau national. Donc, au cours de ces organisations-là, il y a toute une organisation interne au sein de l'ONEP. Vous avez donc, effectivement, vous pourriez avoir la prétention, effectivement, de poser votre candidature pour un poste, dans un poste pour un organe dirigeant, que ce soit aussi bien pour les bureaux provinciaux que pour le bureau national. Une fois que vous avez posé votre candidature, au cours donc de l'une des organisations qui se fera, que ce soit le congrès ou le conseil provincial, effectivement, donc qui est une élection effectivement d'une liste, donc une liste qui est bien représentée, vous accédez effectivement à ces différents postes effectivement de responsabilité. Voilà, on va sortir de cette première partie de l'entretien avec vous, monsieur Lambert Molo-Oye. C'est peut-être la question qui va fâcher, mais elle va plaire en même temps. Il s'avère qu'au sein de l'ONEP, les dirigeants, c'est-à-dire vous, les secrétaires, les gens des postes de responsabilité, lorsqu'une entreprise veut licencier, vos noms ne figurent jamais sur les listes. Lesquels noms? Les noms des responsables? Oui. Les noms des responsables.
Des responsables? Oui, les responsables de l'ONEP. C'est-à-dire, vous êtes secrétaire national adjoint, vous êtes secrétaire national en charge du suivi des organes statutaires de base et de recouvrement. Et vous êtes également employé quelque part? Non, vous n'êtes plus employé. Vous n'êtes plus employé. Bon, M. Mugungi est quand même encore Je suis toujours employé. Ben, il s'avère que lorsqu'on veut licencier dans des entreprises, vos noms, vous, les membres de l'équipe dirigeante de l'organisation, vos noms ne figurent jamais. Est-ce que vous faites peur aux employeurs? Je préfère commencer par vous, M. Lambert Mbolo. S'il vous plaît, soyons sérieux. Oui, nous sommes sérieux. Je voudrais rectifier, dire qu'un membre d'un organe statutaire de base ou d'un organe statutaire de l'ONEP ne peut pas être dans le moule des licenciements ou de rupture de contrat. Vous parlez en français facile, c'est faux. Pour la simple raison que, en dehors de moi qui suis actuellement retraité depuis 2013, mais je conserve toujours le titre de membre puisque je continue à cotiser pour le syndicat. Je suis un ancien travailleur de la Sogara. Pour ne prendre que cet exemple-là, lorsque mon collègue à côté venait de vous décrire comment accéder à tel ou tel poste de responsabilité, soit du bureau national, soit du bureau provincial ou de tout autre poste statutaire de nos organisations syndicales, notre organisation syndicale, vous êtes d'abord travailleur, adhérent. Mais vous êtes aussi délégué du personnel. Mais vous êtes enfin membre du bureau national. Il se trouve que ce n'est pas parce que vous êtes membre du bureau national que vous avez coupé les ponts avec votre employeur. Vous n'avez pas coupé les ponts avec votre employeur. Si celui-ci veut initier un projet de licenciement pour motif d'ordre économique, en dehors de la protection syndicale qui est votre statut, parce que vous êtes un employé protégé, vous pouvez être aussi dans le moule des personnes. Mais ça n'arrive pas souvent. Licenciées. Mais vous convenez avec nous que ça n'arrive pas souvent, M. Lambert? Non, ça arrive simplement que le statut que vous avez, vous êtes délégué syndical, fait en sorte que, ayant un contrat avec l'entreprise, vous ne puissiez pas être licencié puisque vous êtes un employé protégé. Sinon, il y a l'employeur. Nous a l'histoire de l'ONEP, ça ne date pas d'aujourd'hui. Évidemment. Notre syndicat a été créé le 6 janvier 2001, mais c'est parce que les membres du bureau national ne jouissent pas d'un statut particulier, mais c'est simplement que ce sont des employés protégés. Parce qu'ils ont d'abord des contrats avec leurs différents employeurs. Le fait qu'ils soient au bureau national ne l'épargne pas d'une éventuelle rupture de contrat. Mais est-ce que ça leur donne un statut particulier quand même? Non, simplement que si il devrait rompre son contrat avec l'employeur, il faut que cette rupture se fasse avec l'accord de l'inspecteur du travail. Et le nôtre, c'est l'inspecteur spécial du travail en charge du secteur pétrolier. Si l'employeur juge que M. Lambert Mboloye, qui est travailleur à Sogara, malgré le fait qu'il soit membre du bureau national, qu'il soit membre du bureau provincial ou qu'il soit membre du bureau d'entreprise à Sogara, mais moi je suis en train de procéder à un licenciement pour motif économique, je le mets dans la liste. Lorsque la demande d'autorisation de licenciement va chez M. l'inspecteur spécial en charge du secteur pétrolier, M. Lambert Mboloye, non, c'est un employé protégé, vous l'avez bien mis dans la liste. Et il ne peut pas faire partie des personnes à licencier parce que c'est un employé protégé en tant que délégué syndical, tout simplement. Alors, donc, une raison pour laquelle chacun devrait se battre à être délégué, M. Mugungi. Non, moi je pense... Pour éviter, puisque les délégués jouissent quand même d'un statut particulier, donc on doit se battre tous à être délégués. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les délégués du personnel en entreprise ont bien un statut assez particulier qui est bien défini effectivement par les dispositions légales. Donc, ils ont une protection. Pour preuve, lorsqu'un employeur veut licencier un délégué du personnel, il est bien obligé de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail, donc de l'administration. Je voudrais rebondir sur la première question qui a, disons, c'est la question précédente. Là, vous disiez effectivement que les membres dirigeants de l'ONEP ont un statut particulier, donc ils sont de quelque sorte des intouchables, quoi. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est une fausse information, simplement. Parce que moi-même qui vous parle... On veut savoir, donnez-nous la bonne. Moi-même qui vous parle, vous savez pas dans quelle procédure je suis mis dans mon entreprise, je voudrais pas en parler. Je crois que beaucoup d'adhérents de l'ONEP aujourd'hui savent quelle est ma situation. Ok. Pourtant, je suis membre dirigeant de l'ONEP. C'est pas ce qui fait que finalement l'employeur m'est écarté d'une certaine procédure.
pour ne citer que ma personne, il y a bien d'autres personnes aussi au sein du Bureau national, effectivement, qui ont été victimes de pas mal de procédures, ok? Aussi bien un licenciement complet que, bon, procédure, on va dire, précaire, de précarité d'emploi. Donc, c'est pour dire que les membres du Bureau national ne sont pas des intouchables, c'est des employés au même titre, effectivement, que les adhérents de l'ONEP. Ce qu'ils ont peut-être en plus, c'est le fait qu'ils ont un mandat dont ils doivent conduire et ils sont tenus de défendre, effectivement, on va dire, les employés adhérents de l'ONEP. Voilà. Merci à vous. Alors, nous allons, dans un petit instant, avant de revenir à vous pour prendre le sujet de ce qui nous concerne d'ailleurs, qui fait suite à votre sortie du samedi 26 novembre dernier. C'était à Port-Gentil. On en parlera sur ce plateau. Le temps pour nous, mesdames et messieurs, de prendre une autre articulation de notre aventure en restant bien sûr avec nos chroniqueurs. Il s'agit là de l'info du jour. C'est maintenant et tout de suite pour l'info du jour. Voilà, merci. Nous sommes de retour sur ce plateau. La technique va certainement nous accompagner en images, mesdames et messieurs, pour nous permettre de vous informer dans le cadre de l'info du jour de ce soir que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu le 1er décembre 2016 en audience le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football, José Antonio Camacho, dont le salaire mensuel serait de 45 millions de francs CFA contre 46 millions pour son prédécesseur, Georges Costard. On a quelques images quand même. Monsieur Marcime Sangon, en 10 secondes, quel commentaire faites-vous de ce salaire? On sait qu'on a payé 46 millions, mais les résultats, la médiocrité des résultats ne nous ont d'ailleurs pas démontré le contraire. Aujourd'hui, on se retrouve à 45 millions, non loin de là. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Bon, un commentaire un peu amer. Cela renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Au lieu de taxer les pauvres Gabonais en augmentant le carburant, voilà quelqu'un à qui on pouvait diminuer le salaire, puisque même Georges Costa faisait partie des entraîneurs les mieux payés du monde, avec 46 millions. Là encore, on a enlevé juste 1 million. Et voilà, on pouvait faire des économies là. Parce que le football, c'est pas vraiment le sport qui nous garde dans ce pays en termes de médailles et d'honneur. Et voilà encore quelqu'un qui est très payé et trop payé. On pouvait faire des économies. Qui va venir encore? Et quand on sait les résultats que le foot nous donne, parce qu'en termes de sport, tout sport confondu, le foot ne nous a pas apporté beaucoup de médailles. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est exorbitant. Quand on veut faire des restrictions budgétaires, on veut économiser de l'argent, mais on paye encore un entraîneur de football cher. Je ne vais pas rappeler ce que le foot nous a apporté dans ce pays. On a des grands médaillés. Je crois que l'athlète qui nous a plus honoré sur le plan planétaire a été un médaillé d'argent des Jeux Olympiques, parce que la médaille olympique, pour moi, c'est le titre, c'est le plus grand titre dans le monde du sport. Et c'est pas le foot qui nous a. Mais Taylor Mabika est un champion du monde aussi. Je te parle des Jeux Olympiques qui ont lieu après 4 ans, qui réunissent les meilleurs athlètes du monde entier, de l'univers. Donc ne me dites pas un champion d'Afrique. L'Afrique est un continent. Le symbole des Jeux Olympiques, c'est 5 anneaux. N'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà. Merci. Voilà ce que moi je peux dire. C'est trop payé. Voilà, trop payé. Quand on a la crise, c'est trop payé. Monsieur François d'Assis Moulougui, 45 millions pour José Antonio Camacho. Ce qui est sûr, c'est que moi, je veux plutôt mettre un petit bémol. Je ne voudrais pas aller dans une politique de 45 millions, parce qu'on ne va pas faire l'analyse de 45 millions. Le plus important, c'est pas 45 millions, parce que de toutes les façons, ce que nous attendons, le problème, d'accord, du nouvel entraîneur, c'est de nous amener, c'est de nous amener des résultats, d'accord. 45 millions, moi, à mon sens, c'est vrai, le pays a des soucis financiers, mais le pays a aussi une organisation, une certaine organisation, d'accord. Les 45 millions c'est pas de l'argent qu'on allait prendre à quelqu'un pour les donner. On n'a pas déshabillé quelqu'un, Jacques, pour habiller Paul, d'accord. Bien, c'est dans l'organisation, d'accord, de l'État ou encore du ministère, permettez encore, ou de la fédération, d'accord. C'est dans l'organisation de la fédération qu'il est prévu,
d'accord, qu'un entraîneur soit payé à ce montant-là. Bien. Maintenant, on peut... Qu'un entraîneur soit payé. C'est l'argent peut revenir sur le niveau de salaire, d'accord. On peut critiquer le salaire, on peut dire, mais pourquoi 45, c'est trop, on peut ramener ça à 46, mais, pardon, à 30. Si on ramène ça à 30, on aura enlevé 15 millions. Mais ces 15 millions-là ne serviront pas à acheter les couches aux Gabonais économiquement faibles. Permettez. Ce que je veux dire, c'est que ces 15 millions d'économies qui serviront autrement à financer d'autres activités au sein de la fédération. Nous sommes bien d'accord. Merci à vous, cher monsieur. Merci pour vos points de vue. Il était important d'en parler. Néanmoins, que nos invités aient peut-être quelque chose à dire aussi. Monsieur Lambert, vous êtes un citoyen quand même, hein, et peut-être des questions de football. Maintenant que vous êtes à la maison, c'est vrai que le NEP vous occupe beaucoup, mais le fait que vous soyez à la maison vous donne quand même l'occasion de regarder quelques matchs de football et surtout des Panthères. C'est vrai. Merci. Je suis un fervent du foot, un fan du foot, mais je ne suis pas trop un fan des Panthères. Mais je suis présent. Et pour quelle raison? Je suis nostalgique de l'AS Ogara. Voilà. C'est le premier club gabonais qui a amené le Gabon au firmament en finale de la Coupe des clubs. Alors c'est cette nostalgie-là qui fait que dès que cette équipe a été décapitée de la manière dont on connaît, il n'y a plus un autre club qui a fait meilleur comme l'AS Ogara. Même pas les Et Panthères. lorsque je vois, mais les Panthères sont arrivés en quart de finale, mais l'AS Ogara a disputé la finale de la Coupe d'Afrique. C'est le club qui a amené le Gabon au firmament et non pas l'équipe nationale. Vous voyez que le salaire de monsieur Dacosta ou de monsieur José Antonio, monsieur Camacho ne se justifie pas. Ça aurait été intéressant qu'on attribue à un salaire de ce genre-là aux joueurs gabonais, puisque le professionnalisme... Peut-être monsieur Amégas. Pourquoi pas M. Bameyang, pourquoi pas M. Cousin Daniel. Je crois que certains d'entre eux sont restés sur leur faim, puisque l'on ne gâte que l'entraîneur, mais les joueurs sont livrés à eux-mêmes. C'est pour cela que les résultats ne parlent que de ce que nous voyons là. L'entraîneur est gâté et non pas les joueurs. Merci à vous, monsieur Lambert. C'est à méditer, mais c'est un langage de sage. Merci à vous. Voilà. Alors, monsieur Alain Mougengui Oyombo, vous aussi, un regard quand même, 45 millions pour monsieur José Antonio. Écoutez, je ne ferai pas de commentaires sur le salaire. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'économies partout. Parce qu'en fait, on veut développer, comme on dit tantôt, le pays. Et bon, ce qui se fait peut-être ailleurs, peut-être que nous n'avons pas les moyens de le faire ici, en matière de salaire. Déjà que, quoique je ne suis pas très football, mais j'ai pu constater que, disons, au niveau de l'équipe nationale, on a beaucoup à faire. Parce qu'effectivement, à chaque fois, on n'arrive pas où il faut arriver. Hein. Donc il y a un gros salaire ne se justifie pas si on n'est pas capable, disons, d'amener l'équipe nationale au niveau où nous souhaitons. Hein. Je crois que si gros salaire doit se justifier, c'est qu'on soit capable d'amener notre équipe nationale dans un niveau, mais comment souhaiter. Voilà. Merci à vous. Et peut-être en titre de rappel, José Antonio, qui a déjà sorti une phrase, autant pour moi que la presse a récupéré et qui ne l'éloigne pas quand même on va dire, des bavures de Georges Costa. Il a dit: j'ai été le meilleur de ma génération en tant que joueur, meilleur de ma génération en tant qu'entraîneur, donc je suis la garantie pour le Gabon. Wait and see, comme le disent les anglophones. Voilà. Alors, on va rentrer dans le sujet qui nous intéresse dans le cadre de cette deuxième partie de l'émission. Il faut rappeler que lors d'une récente sortie, vous, membres de l'Organisation nationale des employés du pétrole, c'était plus précisément samedi le 26 novembre dernier à votre siège, et vous avez énuméré un certain nombre de choses faisant allusion aux risques pouvant découler de la difficile situation financière de plusieurs sociétés liées au secteur du pétrole et qui étaient d'ailleurs au centre de vos échanges. Il s'agissait notamment des sociétés Sodexo Gabon, SPI, Morel et Prom. Et alors, vous annoncez entre autres des travailleurs, pratiquement 429 travailleurs de la société de restauration qui devraient être touchés, donc envoyés qui devraient être licenciés pour des raisons économiques. Voilà ce que nous, on a pu retenir quand même du dossier. Monsieur Lambert Mbolo, pour vous, de façon concrète, pour nos téléspectateurs qui nous regardent à la maison, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce qu'on peut avoir un bref résumé de cette énième sortie des membres de l'Organisation nationale des employés du pétrole?
Merci. Il faut d'abord relever un fait, c'est que lorsque les entreprises se portaient bien, à l'époque des vaches grasses, les travailleurs étaient mal payés. Oui. Les travailleurs étaient mal payés. Et c'est pour cela que l'ONEP, il y a de cela 5 ans, 8 ans, était monté au créneau pour dénoncer ce contraste des entreprises qui se font du beurre sur le dos des travailleurs et que les travailleurs étaient payés en monnaie de singe. La situation avait été inversée, je voudrais dire avait été aplanie, où on a vu, parce qu'à cette époque-là, on avait vu des travailleurs dans des entreprises avec une grille de salaire qui oscillait entre 100 et 110 000 francs, c'est la vérité, vous pouvez vérifier. La tendance a quelque peu changé, puisque les grandes entreprises telles que Total Gabon, telles que Shell Gabon, Souvera, bref, Adax et Perenco, pour ne citer que celles-là, ont vu leur salaire pour les travailleurs de ces entreprises-là, vu à la hausse. Et ce qui fait que les grilles de salaire de ces différentes entreprises parlent d'elles-mêmes. Donc, et nous en sommes ravis, nous tirons le chapeau en passant à ces différents employeurs qui sont nos partenaires. Cela dit, c'était à l'époque des vaches grasses. En ce moment, nous sommes en train de constater la cadence du baril de pétrole. Tantôt il est en hausse, tantôt il est en baisse. Nous sortons d'une baisse de baril de pétrole à 34 ou à une trentaine de dollars le baril. Et ce qui fait que les conséquences sont là. Les entreprises, depuis l'époque des vaches grasses, c'est vraiment l'époque des vaches maigres. Même si, soit dit en passant aussi, les salaires n'ont pas été aussi ceux qu'on attendait. Voilà les entreprises qui sont qui sont en proie à d'énormes difficultés financières, dues en partie à la baisse du baril de pétrole, à la chute du baril de pétrole, précisément, qui fait que, étant confrontées à différentes charges, dues à ces nouvelles charges qu'elles n'attendaient pas, ces entreprises sont en train de procéder à des mesures drastiques, dont des réductions des effectifs liées soit à des départs négociés, soit à des licenciements pour motif d'ordre économique. C'est le cas pour reprendre ces entreprises qui ont fait l'objet du point de presse de samedi dernier, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Sodexo, qui s'apprête à se séparer de 429 travailleurs. SPI, on nous annonce qu'il se prépare à se séparer de 93. Et Morel et Prom, qui ne va plus être avec les actions de l'État seulement. Il y a un nouveau repreneur qui frappe à notre porte, en l'occurrence Pertamina. Voilà un peu la situation de ces entreprises qui fait que ce sont les effets collatéraux. La baisse du baril de pétrole fait que les entreprises sont en train de regarder en interne comment faire pour pouvoir fonctionner à nouveau avec les nouvelles charges qui vont être leurs dorénavant. Merci beaucoup. Voilà. Alors donc ça c'est voilà une brève présentation, une succincte présentation de la situation qui ouvre d'ailleurs les débats sur ce plateau. On va commencer par qui oui, allez-y. Ouais. Bon, j'ai compris un peu de quoi il s'agissait. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que on comprend tous que ces entreprises vont licencier pour des raisons que nous connaissons tous. Ouais. Je crois que j'ai entendu le prix de la baisse du baril de pétrole, des compressions de personnel pour motif d'ordre économique. Moi, en fait, je ne suis pas tout à fait, disons, contre qu'une entreprise ferme. Mais moi, c'est au niveau maintenant de l'arrangement qu'il y a entre ces personnes licenciées. C'est là ma question. Comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'une entreprise peut connaître des, comme on dit, périodes de vaches grasses, période de vaches maigres. Mais avec ces employés licenciés, comment se fait l'arrangement? Parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent qu'ils ont été remerciés en monnaie de singe, qu'ils ne sont pas rentrés en possession de leurs droits et autres. Alors, qu'est-ce que le NEP prévoit pour que la séparation se passe, comme on dit, à l'amiable, pour que chacun puisse gagner? Monsieur Alain Mourégui, vous êtes mieux placé pour donner la réponse parce que vous êtes celui-là qui est chargé de la négociation et de la réglementation. Oui, merci. Ce que je voudrais dire, c'est que le NEP n'invente pas la roue. Il existe au Gabon des dispositions légales, en l'occurrence le Code du travail et éventuellement les arrêtés, les décrets, les circulaires et bien d'autres. Au-delà de cela, vous avez des conventions d'entreprise dans certaines entreprises et les conventions de secteur. Mais je voudrais dire que, pour parler de Sodexo d'abord, j'en viens à votre question, pour parler de Sodexo, c'est que Sodexo aujourd'hui souffre, disons, est impacté financièrement
peut-être pas trop à cause de la crise actuelle, hein, je voudrais le dire, peut-être pas trop à cause de la crise actuelle, parce que ce que je voudrais relever ici, c'est que Sodexo, aujourd'hui, le plus grand client de Sodexo, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui, aujourd'hui... Les motifs de licenciement ne sont pas... Suivez mon regard. Le plus grand client de Sodexo, aujourd'hui, c'est le gouvernement. OK? Parce qu'aujourd'hui, Sodexo a pratiquement plus de 400 emplois, hein, qui est garanti par, en fait, le contrat qu'ils ont avec le gouvernement. OK? Donc, ces 400 emplois, effectivement, là, donc, qui sont liés au gouvernement. Aujourd'hui, le problème, c'est que le gouvernement ne paye pas les factures à Sodexo depuis que le contrat a commencé. Okay? Et ce contrat, et ces factures aujourd'hui s'élèvent à près de 10 milliards. Parce que je me rappelle, quand j'étais à Libreville, nous discutions de ce dossier-là avec la direction de Sodexo, nous étions encore à peu près dans les 8 milliards. Aujourd'hui, la facture, hein, s'élève dans les 10 milliards et plus. Vous comprenez un tout petit peu. Donc aujourd'hui, la situation de Sodexo est un tout petit peu particulière parce qu'aujourd'hui, si l'État paye ses factures, nous avons 400 emplois qui sont effectivement, qui ne seront plus menacés, hein, qui ne seront plus menacés. Là, c'est l'État qui doit. C'est l'État qui doit. Ouais. Je vais vous faire une confidence. L'ONEP, effectivement, a saisi plusieurs ministres, aussi bien le Premier ministre. Okay? Je crois que c'était le 3 août, hein, quand nous avions adressé ces différents courriers aux différents ministères, effectivement. Pour demander au gouvernement de payer ses factures pour sauver les emplois. Pour demander au gouvernement, effectivement, de sauver ses emplois. Ouais. En payant ses factures. En payant les factures. Au cas Sodexo. Voilà, au cas Sodexo. Malheureusement, 5 mois après, le gouvernement ne s'est pas attelé à payer ses factures. Donc, nous restons dans le même problème au niveau de Sodexo. Les 400 emplois sont toujours, les 429 emplois sont toujours menacés, ok? Ouais. Et Sodexo, effectivement, veut faire partir ces personnes-là dans un principe de licenciement, on va dire aujourd'hui, comme ils le disent, un principe de licenciement économique. Et vous savez que le principe de licenciement économique, c'est quoi? Ce sont vos droits légaux. Et vos droits légaux, avec les dettes que vous avez en manque et tout cela, quand c'est soustrait, ce n'est pas toujours la joie. Ok? Ce qui est aujourd'hui plus qu'important, si on veut accompagner ces gens-là, effectivement, c'est dans un principe là où vous leur payez d'abord les droits légaux et vous leur donnez en plus des droits légaux, on va dire un bonus transactionnel, donc qui permet de les accompagner de façon à faire face effectivement à cette crise. On ne sait pas combien de temps va durer la crise. Okay? Mais aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas obligés d'arriver à effectivement se séparer de ces 429 personnes. La solution, c'est que l'État paye sa facture. Nous avons interpellé l'État. Nous avons suffisamment interpellé l'État, non seulement en leur adressant des courriers, mais par voie de médias également, pour qu'effectivement l'État prenne ses responsabilités. Nous osons croire, hein, peut-être qu'après ce passage ici, peut-être que les responsables du pays vont être sensibles effectivement à ces emplois-là. Mais ce que vous proposez comme mesure d'accompagnement, est-ce que ces mesures ont été également respectées pour ceux qui ont précédemment perdu leur emploi ou alors ceux qui ont été envoyés en congé technique? Est-ce que ces mesures-là ont été respectées? Écoutez, moi je vous prendrai l'exemple de pas mal de sociétés, hein, de la place. Moi je suis le responsable de la négociation, donc je suis souvent allé, on va dire, au front pour négocier effectivement des conditions de départ des employés. Et dans beaucoup d'entreprises, effectivement, là où ils voulaient effectivement mettre en place un principe de licenciement économique, finalement, en commun accord, nous avons opté pour un départ négocié ou un départ volontaire qui a des conditions bien plus meilleures que lorsque nous partons dans un principe de licenciement économique. Je vous citerai quelques entreprises. Nord, par exemple, il y a eu des bons départs négociés, hein, avec un bon accompagnement sous la main de l'ONEP, hein, on va dire. Et j'en passe pas mal d'autres entreprises, je ne vais pas les citer ici entièrement. Même si après BSA est passé par là pour les remettre ça, à la case départ. Donc c'est vous dire qu'il y a des choses qui ont été faites, par l'ONEP dans beaucoup d'entreprises et les employés ont été accompagnés honorablement. Est-ce que c'est ce que nous demandons aujourd'hui à certaines entreprises qui veulent aller dans un principe de licenciement économique? Hein? Je vais peut-être un peu m'avancer parce que là on parlait de Sodexo, SPI par exemple. SPI aujourd'hui a perdu le contrat qu'il avait avec Total. Le contrat s'arrête tout de suite. Et SPI, effectivement, se rend compte qu'il n'a plus ce contrat, donc il faut finalement soit se séparer de ces personnes qui étaient directement liées à ce contrat. D'accord? Donc, elle décide de se séparer de ces personnes. Alors, mais M. Mourigui, il y a même, vous parlez de Speed, ça tombe bien. Alors, après votre sortie du 26 novembre, on a vu les responsables de Speed qui sont montés au créneau également pour dénoncer votre information et faisant entendre au passage que l'information n'était pas crédible. Donc, vous annoncez à tort ces licenciements. Rien n'est prévu du côté de Speed.
Écoutez, nous n'allons pas rentrer dans des polémiques qui n'ont pas de sens. Ouais. Hein. Nous sommes un syndicat. Mais vous êtes au courant quand même Non, que... nous sommes au courant, bien entendu. On ne va pas rentrer dans ces polémiques-là. Mais nous disons qu'aujourd'hui, SPI ne peut pas prétendre à un licenciement économique parce que financièrement, SPI n'est pas affecté. SPI a perdu un contrat. Aujourd'hui, si SPI peut accompagner ces employés-là, c'est de les accompagner dans un principe de départ négocié. Parce qu'ils ont les moyens d'accompagner ces employés dans un principe de départ négocié. Ils ne sont pas affectés financièrement. Une société qui est affectée financièrement, qui va dans un principe de licenciement économique, parce qu'elle n'a pas les moyens de payer effectivement plus que les droits légaux, on comprendrait. Mais SPI n'est pas affecté financièrement. Aujourd'hui, SPI peut effectivement accompagner ces différents employés-là qui vont dans la paupérisation, parce qu'ils vont perdre leur emploi, c'est la famille qui est impactée. Dans le cas de SPI, ce sont les enfants. ne sont pas justifiés. Voilà. Dans le cas de SPI, un licenciement économique n'est pas justifié. Je dis un licenciement économique doit se justifier quand la société est affectée financièrement. SPI est-elle affectée financièrement? Je ne pense pas. Elle a perdu un contrat, elle veut se séparer de ces personnes-là parce qu'effectivement, elle n'aura plus d'endroit où les caser, alors qu'elle accepte de les accompagner de façon honorable, ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on peut retenir. Alors, M. Moulougui, allez-y. Moi, ma question portera sur la négociation des contrats. Est-ce que votre syndicat est associé lorsque deux entreprises majeures ou quelle que soit la qualité de chacun, une majeure, une mineure, enfin des entreprises sous-traitantes par exemple, lorsque l'entreprise négocie les contrats, est-ce que vous êtes représenté dans ces démarches-là? Nous sommes dans le monde des affaires. Permettez que j'explique. Pourquoi je pose cette question? C'est parce que on a l'impression que la perte de certains contrats, par exemple, peuvent être liées à des questions de détournement, des questions de flottement, de mauvaise gestion des contrats ou de tricherie, permettez l'expression. Comme le cas de SPI. Voilà. Deux entreprises ficellent un contrat de travail. C'est pas toujours aisé qu'une tierce personne s'en mêle. C'est vrai. Nous avons beau être l'ONEP. L'ONEP devrait s'occuper de ce qui le regarde, ce qui le concerne. C'est-à-dire la relation de confiance entre l'adhérent et lui vis-à-vis de l'employeur. Si ces droits sont lésés, les droits de l'adhérent s'entendent, il est de bonne loi que l'ONEP, par rapport au fait que l'adhérent en question paye ses cotisations, que l'ONEP s'intéresse un tant soit peu de ce qui se passe entre l'adhérent et son employeur. Et je voudrais aussi, votre question tombe sous le coup du sens, non pas dans le cadre de la négociation des contrats entre une ou deux entreprises, ou bien entre plusieurs entreprises, mais plutôt, est-ce que l'ONEP ne serait pas le bienvenu dans le contexte actuel? Qu'est-ce à dire? Mon collègue faisait allusion du contrat que vient de perdre SPI vis-à-vis de Total, pour ne pas le citer. Il aurait été intéressant que dans la situation, non pas de départ de négociation de contrat entre ces deux entreprises-là, mais au moment de la perte de ce contrat, ça aurait été intéressant que SPI, sachant très bien que nous avons des adhérents en son sein, aurait pu alerter notre syndicat pour dire, voici, je ne sais pas, je risque de perdre le contrat, est-ce que... Mon collègue faisait allusion au fait que Sodexo, l'État doit à Sodexo. Nous avons interpellé effectivement, à juste titre, l'État gabonais au mois de août dernier, et d'ailleurs même tout le mois d'août, nous ne faisons qu'interpeller la tutelle des finances, le ministère du budget et des finances, pour que ces derniers puissent sortir de l'argent, puissent payer la dette qu'ils doivent à Sodexo. Ça aurait été intéressant que nous soyons entendus. Nous sommes des partenaires. Deux entreprises ont ficelé un contrat à l'État gabonais, pour nous parler que de celui-là, l'État gabonais et Sodexo. Mais voici, Sodexo se retrouve sur le carreau avec 429 employés qui sont une charge pour elle, n'ayant pas de répondant vis-à-vis de l'État, qui ne lui paye pas, qui ne lui renvoie pas l'ascenseur par rapport à sa dette. Sodexo s'est tourné vers nous l'ONEP, pour dire, dans ces conditions, vous me dites qu'il ne faut pas trop que je regarde le licenciement pour motif économique, que dois-je faire? Et l'ONEP a intervenu auprès du gouvernement pour dire, voilà si l'État gabonais, Sodexo, qui est votre partenaire dans le contrat de l'éducation, parce que l'USTM et l'UOB, c'est là où officie Sodexo, payez Sodexo pour que vous garantissez les emplois. Si tant est que vous êtes pour la politique de l'emploi, nous aussi nous sommes pour la politique de l'emploi. Nous parlons le même langage. Nous ne sommes pas un adversaire de l'État, mais malheureusement nous constatons que nous sommes comme
des gens qui veulent se faire passer pour des gens qui donnent les leçons de morale à l'État gabonais. Ce n'est pas le cas. Nous disons que le monde des affaires au Gabon, notre pays est l'économie de notre pays est fragile. Il faut qu'on s'entoure de toutes les pesanteurs. Il faut qu'on travaille, qu'on mette en exergue l'apport de tous les partenaires sociaux, le privé, le parapublic et les différents syndicats pour pouvoir regarder dans quelle mesure, dans quelle direction nous allons. Parce qu'aujourd'hui, c'est Sodexo. Demain, nous parlons de SPI le mois dernier, mais il y a aussi Morel et Prom. Mais quelle est la part de l'État dans ce qui se passe à Morel et Prom? Voilà les questions qui jusqu'à présent ne trouvent pas de réponse. Donc nous sommes à la disposition des partenaires, des employeurs, dans la perte de l'emploi, pour savoir, dans la perte du contrat, s'entend, pour savoir quelle peut être notre contribution, aussi modeste soit-elle, pour qu'on accompagne, bien entendu, les travailleurs. Parce que les travailleurs existent parce que les entreprises existent. S'il n'y a plus d'entreprise, il n'y aura plus de travailleurs. Voilà. Et il n'y aura plus, par ricochet, des adhérents à l'ONEP. Voilà. Aujourd'hui, nous comptons plus de 5 000. C'est grâce aux travailleurs. Peut-être pour ajouter. Voilà, alors, oui, peut-être en 10 secondes rapidement. Peut-être pour ajouter rapidement, il faut dire que nous prenons le plein emploi. Donc, avant d'aller dans un principe, effectivement, de séparation, on va dire, entre l'employeur et l'employé, nous privilégions généralement la conservation de l'emploi. Dans le cas de Sodexo, effectivement, nous pensons, l'ONEP continue à penser que ces emplois peuvent être sauvegardés. OK? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de payer les factures. OK? Aussi bien ASPI, quoique le nombre est de 93 employés, nous pensons, parce que on a eu quelques informations que SPI, dernièrement, ils ont eu un marché avec Perenco, nous pensons que ce nombre-là peut être vraiment réduit de façon considérable, ok? Il ne s'agira plus de 93 employés, mais de vraiment bien moins. Et que si ces quelques personnes-là dont on ne pourrait pas sauver les emplois, qu'on soit obligé de les amener dans la précarité, mais que SPI consente de les accompagner de manière honorable, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, SPI n'est pas affecté financièrement. SPI peut accompagner ses employés. C'est quand même des gens qui ont travaillé, pour certains, 20 ans et plus dans ces entreprises-là, donc qui ont fait une grande contribution pour l'essor de l'entreprise. Il va de soi aujourd'hui que cette entreprise-là consente de les accompagner de manière honorable, pas un monnaie de singe, si vous voulez. Merci. Alors, lorsqu'on essaye de parcourir un peu, pour nous autres qui avons pris part à votre point de presse, l'un de vos responsables essaye d'énumérer la réalité même de cette situation de licenciement. On parle entre autres de plus de 4000 Gabonaises et Gabonais qui vont être précipités dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça, ce sont des propos de votre responsable. Voilà. Et 900 enfants scolarisés actuellement à la charge de ces travailleurs qui pourraient ne pas aller au terme de la fin de leur année scolaire 2016-2017. Alors, Monsieur Lambert, c'est quand même assez grave si on s'en tient à ces chiffres, 4900 pour un État qui vise d'ailleurs à promouvoir non seulement la jeunesse, mais surtout à lutter contre la pauvreté. Alors, quelle solution concrète proposez-vous au-delà du paiement de cette facture par l'État, si vous convenez avec nous que l'État actuellement a quelquefois le dos au mur? Proposition, oui, mais nous nous appuyons sur les supports que nous ramènent les instances représentatives du personnel auxquelles faisait allusion mon collègue tout à l'heure, les IRP. Ce sont les IRP qui sont d'abord des travailleurs en entreprise qui nous permettent de concocter un dossier avec un chiffre de 4000, qui nous permet aussi de dénoncer. Donc, mais pour pouvoir dénoncer, il faut que nous ayons des supports. Donc, ces supports peuvent être vérifiables en entreprise auprès de l'ONEP. Nous ne remettons pas. Nous sommes une organisation syndicale suffisamment organisée. Évidemment. Et nous nous disons qu'il y a des solutions. S'il y a déjà un constat, il y a une solution. Donc, nous disons que effectivement, vous regardez cette caméra parce que là, vous vous adressez peut-être à ceux qui détiennent la solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous disons que nous n'inventons pas la roue. Mon collègue le disait tout à l'heure. Nous voudrions simplement être ce partenaire social, ce partenaire vis-à-vis des employeurs du secteur pétrolier et activités connexes et vis-à-vis de l'État. Effectivement, nous avons un panel de chômeurs qui va être livré à la précarité. D'autres vont arriver. D'autres vont s'ajouter. Il y a déjà des chômeurs dans tout le pays. Mais dans le secteur pétrolier, nous relevons qu'ils sont plus de 4000. Demain, ils ne seront plus 4000. Ils seront peut-être 6000, 10 000. C'est grave. Nous sommes en train simplement de tirer la sonnette d'alarme. Non pas de s'adresser aux employeurs
qui sont nos partenaires. Mais c'est un triangle. Il y a aussi l'État gabonais. Il y a le gouvernement. Nous sommes l'ONEP. Nous nous adressons aux employeurs. Nous nous adressons aussi à l'État. Parce que pour qu'une entreprise exerce en République gabonaise, il faut l'autorisation du gouvernement. Et lorsque, en pareille circonstance, les entreprises sont en proie à d'énormes difficultés liées à la crise du secteur pétrolier, il revient à nous, partenaires, dans ce cadre-là, d'attirer la sonnette d'alarme en s'adressant aussi bien aux employeurs qui ont des contrats de travail avec nos différents adhérents, mais aussi à l'État gabonais, à qui revient tout simplement de maintenir l'existence de ces entreprises-là, qui par ricochet vont toujours permettre à ce que ces adhérents aient leur emploi, et lorsqu'il s'agira de rompre le contrat de travail, de pouvoir les accompagner dignement. Nous disons que l'heure est grave. Hier, ce n'était pas la situation que nous connaissons aujourd'hui. Gouverner, c'est prévoir. Lorsque le baril de pétrole tournait autour de 110, 120 $, il fallait prévoir quelque chose. Il fallait prévoir une cagnotte en se disant, s'il y a une chute libre, comme la noix de coco part du cocotier, lorsque la terre fait des dégâts, au jour d'aujourd'hui, c'est les dégâts que nous constatons. Mais qu'est-ce que parallèlement y a été prévu? C'est ce que nous sommes en train de dire. S'il n'y a pas quelque chose qui a été prévu, il faut que quelque chose soit prévu, parce que les entreprises, à la longue, risquent d'être asphyxiées, et il y aura toujours perte constante d'emploi. Voilà. Merci à vous, Monsieur Lambert. Alors, autour de Monsieur Mouregui, vous également, hein, c'est le même rituel, vous regardez cette caméra et vous vous adressez peut-être à ceux qui détiennent la solution à ce problème. Merci. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que le nombre 4000 que vous avez effectivement dans le point de presse de l'ONEP, c'est un chiffre mathématique. Hein, quand vous prenez 400 emplois multipliés par 10, avec la logique que dans chaque famille gabonaise, c'est au moins 10 membres dans la famille. Ouais. Donc vous comptez au moins 10 membres dans la famille. Quand vous multipliez 400 fois 10, ça vous fait 4000. Donc en fait, c'est 4000 individus. Voilà, c'est 4000 individus qui sont paupérisés. Ouais. Vous avez aussi là, c'est peut-être sans enfants. Hein. Vous avez les enfants également. Donc en fait, c'est un chiffre mathématique pour essayer d'apprécier effectivement l'impact, effectivement de l'impact du fait que l'on mette ces personnes, on va dire, dans la précarité de l'emploi. Donc, c'est vraiment énorme. Là, il ne s'agit que, effectivement, de Sodexo. Mais il y a bien nombreuses entreprises, effectivement, qui ont, voilà, c'est la partie visible de l'iceberg, mais il y a bien d'entreprises qui ont effectivement fait des licenciements, même, disons, des licenciements assez importants aussi. Et donc, imaginez un tout petit peu, la masse sociale, disons, la population en ce moment va mal au Gabon. Parce que c'est cette population qui est impactée par ces mesures qui sont prises de part et d'autre. Vous avez parlé également de quelles sont les solutions, effectivement, à proposer certainement à nos dirigeants. Nous sommes une force de proposition. L'ONEF a toujours été une force de proposition. Nous avons toujours fait des propositions, disons, aux membres, disons, j'allais dire à l'État ou aux membres du gouvernement. Nous espérons encore qu'une énième fois, ils vont nous écouter. Hein, en bon escient, disons, ils vont nous écouter. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas les solutions qui manquent aujourd'hui. Nous avons constaté, disons, à l'ONEF qu'aujourd'hui, c'est vrai que la crise y est. Il y a des entreprises, effectivement, qui prennent la crise comme une raison pour effectivement essayer de réduire leur effectif, même s'ils ne sont pas réellement impactés financièrement. Donc, déjà à ce niveau-là, nous demandons certainement à l'administration de faire des inspections efficaces pour pouvoir savoir si une entreprise qui prétend être en difficulté l'est réellement. Parce qu'elle peut ne pas l'être, mais elle jouit de la situation actuelle pour pouvoir effectivement compresser ou du moins réduire son personnel. Okay? Ouais. Et généralement, ces autorisations de licenciement sont souvent accordées par l'administration sans pourtant, je m'avise, sans pourtant une inspection réelle effectivement de ces entreprises-là. Okay? Il y a bien d'autres solutions également. Aujourd'hui, les entreprises qui sont affectées par la crise sont asphyxiées financièrement. Il faut pouvoir leur donner des chemins qui peuvent leur permettre de pouvoir résister à la crise. Aujourd'hui, l'État peut effectivement proposer, pourquoi pas à ces entreprises-là, une réduction des taxes, on va dire, parce que ces entreprises paient des taxes à l'État. L'État peut proposer
réduction de taxes à ces entreprises pour que ces entreprises-là, effectivement, ne soient pas obligées de licencier ou du moins de se séparer de ses employés, mais qu'elles les conservent parce qu'effectivement, déjà, elles ont un abattement au niveau taxe. Okay? Il y a autant de choses que nous pouvons proposer. Ça, c'est deux choses que nous proposons comme ça rapidement. Ouais. Il y a beaucoup à dire. C'est peut-être pas sur cette table que nous allons le dire. Ouais. Mais je dis, les propositions, elles sont là. Merci. On nous écoute. Voilà. Merci également. Merci beaucoup pour votre participation. Monsieur Lambert Mbolo, quand même, en 2 secondes, est-ce que la récente sortie de l'OPEP vous donne espoir quand même? Oui, tout à fait. La récente sortie de l'OPEP me donne espoir parce que le gros des entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui, c'est qu'elles ne peuvent plus investir. Elles ne peuvent plus investir, dont leur marge de manœuvre est tellement étroite que leur chiffre d'affaires s'est réduit comme peau de chagrin. Voilà. Vivement que l'OPEP apporte une solution pour que les grandes entreprises qui ont signé des contrats avec les petites, non seulement continuent l'exploration pétrolière, l'exploitation, je fais allusion, vous aurez compris, à Morel-et-Prom, à Total Gabon, à Shell Gabon, même si aujourd'hui, on annonce le départ, on annonce déjà le départ, mais les autres qui vont les remplacer comme ADAX, qui puissent, pour que l'OPEP puisse apporter la solution que tout le monde attend. Voilà. Merci infiniment à vous, mesdames et messieurs. Il est important de rappeler que nous avions sur ce plateau M. Alain Mugengi Oyembo, qui est secrétaire national adjoint chargé de la négociation et de la réglementation au sein de l'Organisation nationale des employés du pétrole. Merci à vous, M. Mugengi. Merci également à M. Lambert Mbolo Oye, qui est secrétaire national chargé du suivi des organes statutaires de base et du recouvrement. Merci à vous, monsieur. Nous voulons profiter de la place que vous nous offrez, profiter de la place pour annoncer que les discussions d'aujourd'hui vont certainement continuer après-demain, parce que nous allons recevoir un membre du gouvernement, si ce n'est pas le moment d'en parler, mais sinon à la personne de M. Noël Mbumba, qui viendra nous rendre visite au siège de l'ONEP pour continuer le même forum dans le cadre de la politique du gouvernement. Voilà. Merci. Bonne nouvelle de Jacques Amen. Ça t'annonce bien. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci Pablo et merci à nos distingués invités. Voilà. Vraiment très clair. Merci également à vous, monsieur Moulougui. Merci Pablo. Merci à nos chers téléspectateurs aussi qui n'ont pas eu l'occasion malheureusement de pouvoir participer, mais c'est pas grave. Voilà. Ce n'est que partie remise. Ils ont été suffisamment servis en termes d'information. Merci infiniment à vous pour votre participation. Mesdames et messieurs, on se retrouvera vendredi en compagnie de Maître Solange Yenou pour parler de la voix des oubliés. Elle viendra parler au nom de toutes les personnes oubliées, c'est-à-dire ces détenus sans avocat, ces déficients, ces personnes déficientes qui n'ont parfois pas de soutien, ces personnes du 3e âge qui ne bénéficient pas du soutien des leurs. Voilà autant de questions qui seront abordées sur ce plateau vendredi prochain en compagnie de Maître Solange Yenou. Voilà qui vient mettre un terme à cette production. Vous avez rendez-vous à 19h passé de 30 minutes avec Monsieur Edwin Arsène Diengui qui vous présentera l'information dans son exactitude et sa clarté dans le cadre de notre principale édition d'information. Merci à Monsieur Chita derrière les caméras, Larcel Combé à la réalisation de ce numéro, Véronique Lecan, au montage des effets spéciaux, Monsieur Aboubekar Ndiaye à la supervision générale. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous pour nous et surtout ne l'oubliez jamais, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Bonsoir. Angalo kepanga ye manzi Angalo kepanga ye manzi Zayong